Voilà, je vais lancer l'enregistrement et puis on va pouvoir commencer cette formation. Bienvenue tous et à toutes. Ce soir, on va parler des trois volets du dernier rapport AR6 du GIEC qui sont parus récemment, donc entre août et avril 2022. Le but de tout ça, c'est de pouvoir mettre au jour nos connaissances sur la science du climat à partir de ces dernières parutions et de faire un point avant ça sur qu'est-ce que le GIEC. Donc, pour se présenter très rapidement, Corentin, si tu veux commencer. Ouais, Corentin, à l'ENS en troisième année, département de maths, et je m'intéresse surtout au modèle climatique. Voilà, et moi, je suis à l'UNS aussi, membre des JAC également, et je commence bientôt une thèse sur l'adaptation des îles au changement climatique. Donc, j'ai pas mal travaillé sur la partie du groupe 2 du G, mais on va venir tout de suite à ces histoires de groupe. Ça, c'était la petite blague de la soirée de l'entre-deux tours. On avait fait la formation à la base le soir du débat Macron-Le Pen de l'entre-deux tours. Voilà. Donc, petite question déjà, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à mettre dans le chat pour savoir, est-ce que le GIEC, ça vous parle? Est-ce que vous avez entendu parler de ces rapports? Est-ce que le GIEC, en général, ça vous dit quelque chose? Enfin, à quel niveau de connaissance vous diriez que vous êtes, je ne sais pas, sur une échelle de 1 à 5, par exemple, si vous deviez vous évaluer, enfin, juste dire haute voix, bof, vous êtes déjà des pros, vous aviez déjà lu la R5 avant et vous voulez juste faire une mise à jour. Enfin, voilà, qu'on a un peu une idée de votre niveau. Ok, entendu parler, mes visions assez floues. On a des presque experts moyens, 3, 2, ok, nickel. Bon, donc c'est cool. Comme ça, on va pouvoir tous apprendre plein de choses ce soir. Au programme, du coup, on va revenir déjà un petit peu rapidement sur qu'est-ce que c'est le GIEC. Ensuite, Corentin vous parlera de la partie des bases physiques. Moi, je vous parlerai ensuite des impacts et des solutions d'adaptation, donc groupe 2. Et ensuite, avec Corentin, on vous parlera tous les deux du groupe de travail 3, qui parle de tout le côté atténuation des émissions. Du coup, pour commencer, le GIEC Casako. Déjà, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent la date de création du GIEC? Petit quiz de départ. Ou si vous voulez tenter, même si vous ne la connaissez pas exactement, parce que si vous la connaissez déjà exactement, c'est moins drôle. N'hésitez pas à mettre vos micros aussi, hein. Vraiment, il n'y a aucun souci, on n'est pas beaucoup en plus. Donc, ouais, 1986. 98. Et ouais, c'est... Non, ah bah non, même pas. Mais ouais, je me suis trompée du coup. Non, donc du coup, c'est 1988. Et Élie, tu as raison, 1990, c'est la date de parution du premier rapport, donc 2 ans après la création du GIEC, qui est créé donc par les Nations Unies et par l'OMM, donc l'Organisme international de météorologie. Et donc 4 ans avant le fameux sommet de la Terre de Rio qui voit la naissance de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, donc la CNUC, qui depuis gère les COP chaque année. Donc vous voyez que c'est quand même étroitement lié à la naissance des COP. Pourquoi? Parce que le GIEC en fait a pour mission principalement d'informer les négociations. Du coup, tu veux expliquer rapidement Ouais, en gros, le GIEC il doit publier des rapports qui servent les décisions politiques sans prendre politiquement de parti. Donc c'est ce qui est dit dans cette phrase ça vient du site du GIEC, ça, non? C'est ça, ouais. C'est vraiment la raison d'être. Ouais. Donc c'est évaluer sans parti pris les informations d'ordre scientifique, technique, socio-économique. En gros, c'est faire la synthèse de toutes les connaissances actuelles pour comprendre le changement climatique. Mais sans parti pris, ça veut dire que s'il y a une étude qui a été publiée dans une revue à comité de lecture qui dit le changement climatique, on n'est pas sûr que ce soit les humains qui l'aient causé, elle va être prise en compte. Par contre, s'il y en a 1000 autres qui disent le contraire, les 1000 autres vont être prises en compte aussi. Donc c'est vraiment une synthèse des connaissances scientifiques. Petit point important aussi sur ça, c'est que du coup, le GIEC n'entreprend pas ses propres travaux de recherche, il ne produit pas ses propres résultats en un sens, puisque ce que fait le GIEC, c'est de faire la synthèse de la science existante. Donc en fait, le GIEC, c'est vraiment une sorte de synthèse. On va voir après les chiffres pour un des groupes de travail, à titre d'exemple, mais les synthèses de milliers et de milliers de papiers de recherche pour faire vraiment un état des lieux aussi clair et objectif que possible sur qu'est-ce qu'on sait sur le climat, sur les impacts et sur les solutions disponibles.
Voilà, donc ça, c'est les 3 groupes de travail. Donc, on va revenir un peu sur le détail de ce que dit chaque groupe. Hop là, je mets les gens en même temps. Donc, on a le groupe de travail 1 qui fait vraiment un travail sur la base des sciences physiques. Donc, comment fonctionne le système océan-atmosphérique, océan-atmosphère, où est-ce qu'on en est en termes de changement climatique. Ensuite, le groupe de travail 2 travaille sur les impacts, les risques et les enjeux de vulnérabilité et d'adaptation. Donc, voilà, comment est-ce qu'on s'adapte face au changement climatique, quels sont les risques. Et le groupe de travail 3 travaille sur les solutions disponibles pour réduire nos émissions. Donc voilà. Ah oui, et aussi vous retiendrez, parce que c'est souvent en anglais, qu'en anglais c'est IPCC, International Panel on Climate Change. Donc voilà, c'est utile aussi à savoir. IPCC, c'est le GIEC. Ok, plusieurs types de rapports publiés par le GIEC. Donc là, on parle du 6e rapport. En gros, il n'y a pas un 6e rapport. Déjà, on a vu qu'il y a 3 groupes de travail. Donc chaque groupe de travail va publier un rapport. Et en fait… un gros rapport complet comme ça. Là. Ouais, gros rapport, même 4000 pages en gros. C'est 3950 pages le groupe 1. Et ce rapport, il est… Bon, il y a un très gros rapport. Il y a aussi un petit rapport à destination des décideurs politiques. Celui-là, il fait à peu près 40 pages. Ceux-là, on les a lus en entier avec Esther. On a feuilleté un peu les rapports entiers. Mais voilà, il y a plusieurs types de rapports. Et aussi, occasionnellement, entre les publications de rapports des 3 groupes, il peut y avoir des rapports spéciaux. Il peut y avoir des rapports spéciaux. Donc, il y a eu celui-là il y a quelques années, je ne sais plus, 2018. C'était pour la COP21, c'était pour 2015. 2015. Du coup, c'était un changement climatique à 1,5 degré. Qu'est-ce que ça change par rapport à 2 degrés? Donc, il peut y avoir des demandes des gouvernements pour faire un rapport sur un thème spécial. Récemment, il y a eu Océan et Cryosphère aussi. Donc voilà, c'est les rapports spéciaux qui sortent. Et usage des sols, ils sont sortis en même temps. Ok. Voilà, bref. Donc, en général, quand vous utilisez les rapports du GIEC, vous allez plutôt lire le résumé pour décideurs. À part si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux et que vous aimez les grosses trilogies en 4000 pages, je vous recommande vraiment le petit, qui est beaucoup plus accessible et qui résume en gros les messages clés. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer qu'il y a différents. Il y a aussi un intermédiaire entre les deux qui est le Technical Summary, donc le résumé technique, qui fait environ 200 pages et qui reprend les éléments du résumé pour décideurs, mais en un peu plus détaillé. Donc voilà, si vous voulez fouiller certains points, ça peut être utile aussi. Ils sont dispo dans le gros rapport. Voilà. Donc, un petit rapport en chiffres. Je vous ai pris les chiffres du groupe de travail 2, donc, qui était sur une slide de GIEC qui présentait le rapport. Donc, un rapport du GIEC. Donc là, c'est un volet du rapport. Il faut s'imaginer que pour le groupe 2, c'est à peu près pareil pour les autres. On avait 270 auteurs qui viennent de 67 pays différents, qui ont étudié plus de 34 000 papiers scientifiques et revu ensuite plus de 62 000 commentaires. Il faut savoir aussi que dans la procédure du GIEC, il y a beaucoup de phases de revue et de relecture avec beaucoup de gens qui annotent et qui mettent des commentaires. Et les scientifiques doivent répondre à tous les commentaires. Donc, vous imaginez bien le boulot que ça représente. Donc, voilà. Et ça, c'est des chiffres qui sont importants à avoir en tête parce que du coup, ça permet aussi de voir que quand on dit rapport du GIEC, on dit rapport et synthèse vraiment solide, vraiment international et vraiment très, très, très poussé en termes de relecture et de synthèse. Enfin, voilà. C'est extrêmement rare d'avoir un rapport qui fait la synthèse de, comme ça, plus de 30 000 papiers pour chaque partie. Enfin, voilà. Juste que vous ayez une idée. Truc super chouette aussi, c'est que là, du coup, on en est déjà au 6e. Et ce qu'on voit juste ici, c'est que depuis, en fait, l'intérêt de faire des rapports régulièrement aussi, c'est que notre connaissance ne cesse de s'accroître et de nous amener vers une meilleure compréhension des enjeux climatiques. Donc là, on vous a mis une petite infographie qui montre toutes les choses qu'on comprend mieux depuis les débuts du GIEC, donc il y a à peu près 30 ans. En vrai, c'est assez jeune le GIEC, hein, ça a une trentaine d'années. Donc, comme on a dit, 88. Donc, on voit par exemple que l'influence humaine sur le changement climatique, en 90, on n'était pas sûr. Aujourd'hui, c'est sûr. Voilà, c'est un fait établi. Les actions humaines, notamment ce qui concerne les énergies fossiles et l'usage des sols, ont un impact sur le climat. Aujourd'hui, on le sait. Les modèles se sont aussi beaucoup améliorés. Aujourd'hui, on a des modèles régionaux beaucoup plus précis. Voilà. Donc, juste pour dire que les connaissances progressent au mesure de chaque rapport et chaque rapport permet de faire un nouvel état des lieux. Chaque fois plus alarmant, mais on pourrait y revenir aussi. Voilà. Et du coup, en ce qui concerne le process du rapport, donc vous avez une petite infographie ici, on ne va pas rentrer dans les détails, juste que vous voyez que c'est compliqué et qu'il y a une navette qui se fait entre les experts, les auteurs qui sont sélectionnés et les gouvernements. C'est un processus complexe qui prend plusieurs années. Chose intéressante aussi,
sur cette histoire de relecture par les gouvernements, parce que c'est souvent reproché au GIEC, donc on peut s'arrêter un tout petit peu là-dessus. Il y a des gens qui disent oui, mais le GIEC, c'est que politique, etc. Absolument pas. Le principe de ces relectures, en fait, c'est de discuter du phrasé, donc de la manière dont la science est présentée, donc voilà, de comment est-ce qu'on met les choses en forme en termes de mots qu'on va choisir ou pas, mais pas du tout de discuter les faits scientifiques. Et du coup, bah, voilà, on a la chance de travailler avec des chercheurs du GIEC tous les deux. Moi, j'en ai parlé avec un de ces chercheurs et il a participé à ces panels de relecture avec des États. Il m'a dit vraiment la science a toujours le dernier mot. Et voilà, c'est impossible qu'un État enlève une phrase, par exemple, on dirait bah, l'homme est responsable du changement climatique parce qu'il n'a pas envie de le voir. Évidemment, il y a des États qui traînent des pieds et qui essaient de bloquer certaines choses, etc. Vous connaissez comment ça marche, la politique de négociation. Mais voilà, la science a toujours le dernier mot et c'est quelque chose de vraiment essentiel. On a aussi, je ne sais pas si tu veux le... Ouais, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais, le GIEC, c'est des lobbies. Et cet argument, même, c'est marrant parce qu'on peut l'entendre à la fois du côté des climato-sceptiques qui ne veulent pas croire aux conclusions du GIEC. Moi, je l'ai plus entendu du côté vraiment des écologistes qui sont là, ouais, le GIEC qui promeut que des solutions techniques, etc. Donc, il y a pas mal de détracteurs du GIEC, de gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est publié. Bon, déjà, juste avant, on vous a un peu illustré comment fonctionne le GIEC. C'est de la synthèse de la connaissance scientifique, donc ça ne fait pas de la recherche. Il n'y a pas un but annoncé, c'est vraiment juste on regarde tout ce qui existe et on résume. Et après, du coup, le bémol de ça, c'est que si la recherche va dans une direction, par exemple, on finance à fond la recherche sur les solutions technologiques, bah forcément, le GIEC va parler beaucoup des solutions technologiques. Ouais. Mais ça va être un biais de la recherche plus générale plutôt qu'un biais du GIEC en soi. Complètement. Mais du coup, pour vous donner un chiffre, en gros, le GIEC, ça fonctionne avec 5 à 8 millions d'euros. C'est annuel le budget d'ailleurs? Ouais, annuel. Les 5 plus grosses compagnies fossiles, elles fonctionnent avec plus de 200 millions d'euros ou de dollars. Mais en gros, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Et l'énergie qui est dépensée par le GIEC à faire entendre la science, bah, c'est en gros de l'énergie donnée par des bénévoles. Donc déjà, les scientifiques qui bossent là, ça ne fait pas partie de leur métier. Ils acceptent de, en plus, travailler pour le GIEC et synthétiser un peu les connaissances scientifiques. Là, sur l'image, vous pouvez voir que bah, les nuits avant la sortie, je crois que c'était le rapport 2, celui-là. Non, c'était le groupe 1, celui-là. Groupe 1, ok. Mais c'était un scientifique qui avait posté ça. En gros, il a pioncé dans son bureau pendant des nuits parce qu'en plus, il y a des horaires décalés comme c'est plein de pays. Ouais, il y a ça. Et puis, il y a des deadlines. Quand on veut le rapport pour tel jour depuis 5 ans, bah, si 2 semaines avant, on n'est pas prêt, on ne va pas se dire non, en fait, on se prend une semaine de plus. Mais voilà, les lobbies fossiles, c'est quand même 40 fois plus d'argent dépensé dans le lobbyisme. Donc, et encore une fois, vraiment, l'argument à revenir, c'est que ces 5 à 8 millions d'euros, ils sont utilisés pour financer principalement les fonctions support, l'édition, les relectures, etc. Parce que tout le monde n'accepte pas, comme les scientifiques, de le faire en plus de leur travail normal, on va dire. Ouais. Et encore une fois, les scientifiques qui font ça sont bénévoles. Donc, eux, ils n'ont pas d'intérêt financier derrière à le faire. Contrairement à, par exemple, des gens qui seraient payés pour. Voilà, c'est vraiment un point important à retenir. Dernier point aussi, c'est pourquoi on en parle si peu de ces rapports. Je ne sais pas si on aurait le temps de faire un petit sondage, mais est-ce que vous en avez entendu beaucoup parler ou pas? Probablement pas, puisque c'est des rapports qui sont restés très peu de temps dans la presse et à la télé, à l'antenne. Sachant que le groupe 3, là, c'est celui qui a eu, je crois, le plus longtemps avec le groupe 1. Il a eu au total 13 minutes de temps total cumulé d'antenne à la télé, avec un max de 5 minutes. Voilà, sachant que voilà, le rapport pour décideur fait 60 pages, le gros rapport fait 3000 pages. Tous les rapports ont disparu en 24 heures des médias. On sait que pendant la présidentielle, alors que c'est un sujet majeur de préoccupation pour beaucoup d'entre nous, ça a occupé un temps d'écran et de débat très très faible. Voilà, on se rappelle tous le débat du second tour entre climato-hypocrites et climato-sceptiques, pour reprendre les expressions des uns et des autres. Donc, ouais, il y a vraiment un problème de sous-représentation du climat dans les médias. Attendez, j'essaie de revenir sur mon petit graphe que je voulais vous montrer. Si vous regardez le petit graphe en bas, là, vous voyez que globalement, là, c'est de janvier 2020 à janvier 2022. Vous voyez que ce n'est pas forcément lié au GIEC, en fait. C'est juste qu'aussi, en général, on parle assez peu des sujets climatiques par rapport à d'autres sujets comme voilà, le Covid ou d'autres sujets en général. C'est un sujet qui est relativement peu traité. Donc, voilà, c'est un peu une sorte d'effet dans le look-up aussi de voilà, on a des médias qui sont beaucoup tournés autour de l'entertainment, du buzz. Or, voilà, ce n'est pas un rapport qui va forcément faire beaucoup de buzz.
C'est un rapport complexe. Pour ces ZAP, je peux vous dire que bah, voilà, pour un journaliste, c'est pas évident d'aller lire le rapport et d'en tirer des informations, surtout s'ils n'ont pas de formation spécifique. Voilà, il y a aussi des intérêts financiers, des biais cognitifs, etc. Enfin, tous les arguments classiques qui font qu'on ne parle pas beaucoup d'écologie en général. Oui, c'est ça. Enfin, Voilà. parler d'un rapport du GIEC entre deux pubs pour des SUV avec les grosses compagnies de bagnoles qui financent Bonne la chaîne dissonance télé. cognitive, oui. Ouais, Voilà. il y a un peu un conflit. C'est ça. Oui, et enfin voilà aussi un enjeu de concentration des médias. Enfin voilà, au moins de personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par ça. Ça rejoint. Mais voilà, et du coup, c'est d'autant plus important de se former et d'en parler. Et c'est là où des associations comme Jack, on a un rôle à jouer, parce que c'est des rapports qui sont extrêmement importants et qui parlent juste du futur climatique de l'humanité, donc une grosse partie du futur de nos civilisations. Donc voilà, extrêmement important d'en parler et extrêmement problématique qu'ils soient si peu présents en fait. Ouais, en plus, ces rapports, c'est une fois tous les 6 ans. C'est pas comme s'il y en avait tous les 6 mois qui sortaient. Enfin, là, on vous a montré les chiffres. C'est 30, enfin, au total 70 000 papiers scientifiques relus. Et, C'est ça. bon, ça aurait pu mériter plus que 13 minutes sur les médias, quoi. Voilà. Du coup, puisque les médias n'ont pas forcément fait tout le travail de décryptage, après ça dépend, il y a des médias indépendants qui l'ont fait, etc., mais c'est quand même très minoritaire. Du coup, nous, on s'est tapé les rapports et on propose une petite formation pour savoir quel message clé on peut retenir de ces rapports et qu'est-ce qu'on peut emporter, notamment en conférence, en intervention ou dans des discussions type repas de Noël avec tonton climato-sceptique. Voilà, donc on va vous parler un peu de ces trois volets, on va les prendre un par un pour vous dire un peu ce qu'on peut en tirer. Et Corentin, je te laisse. C'est parti du coup avec le premier rapport. Donc, comme l'a dit Esther dans l'introduction, c'est surtout un rapport qui est concentré sur la physique du climat, comment fonctionnent les mécanismes climatiques, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer à l'avenir. Donc, je vous propose qu'on s'attarde sur 3 points. La première chose, changement climatique, on pense à hausse des températures. Donc, on va regarder ce que nous dit le rapport à ce niveau-là. Qui dit hausse des températures dit fonte des glaces, parce que s'il fait plus chaud, la glace, ça fond. Et qui dit fonte des glaces dit montée du niveau de la mer. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel on va s'attarder. Et le troisième point, on parlera un peu des événements climatiques extrêmes. On remarque quand même qu'ils sont plus fréquents ces dernières années, cette dernière décennie, il y en a eu un peu plus. Donc, non, pas du tout. Ok, désolé. Donc, c'est parti sur la hausse des températures. Là-dessus, le GIEC, il est formel, en gros. C'est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et les terres. Je reviendrai un tout petit peu dessus après, comment ça a réchauffé chacune de ces composantes. Mais là, c'est la première fois. Donc, Esther a montré dans l'introduction que qu'entre le premier rapport et le 6e rapport, il y a eu une amélioration. Là, c'est la première fois que le terme sans équivoque, il est utilisé. Donc, c'est vraiment une nouveauté. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun doute possible. Le deuxième point, c'est pénible. Le deuxième point, c'est que là, on a remarqué, ça fait un moment qu'on a des échantillons très précis de température. Et là, en gros, ça fait que de s'empirer. Chaque décennie est de plus en plus chaude. Et aujourd'hui, on est à peu près 1,1 degré de réchauffement. Donc, aujourd'hui, le constat, il est là, ça se réchauffe à une vitesse qui est complètement alarmante. Prendre 1 degré par siècle, 1 degré en un siècle, c'est juste énorme. Donc là, voilà, c'est un peu, c'est sans équivoque, comme ils disent. Là, c'est pour vous montrer un graphique de la température qu'il y a sur les 2000 dernières années. Donc, on voit que jusqu'à l'ère pré-industrielle, c'est à peu près stable. Bon, il y a des variations de à peu près 0,2 degrés. Et d'un coup, on se met à brûler du gaz, du pétrole et du charbon et ça explose. C'est sans équivoque, en gros, c'est comme ils le disent. Et si on se dit, oui, mais il y a les paramètres climatiques naturels, etc. Là, la courbe que vous voyez en bleu, c'est le changement de température qu'il y aurait uniquement s'il y avait des phénomènes naturels. Donc, en gros, cycle solaire et éruption volcanique. En orange, c'est ce qu'il y aurait s'il n'y a que les... en orange, c'est la simulation, si on prend aussi en compte les activités humaines. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'humain, il a un rôle à jouer. On n'observe pas que la courbe noire colle la courbe bleue. Donc, il y a vraiment un rôle de l'homme là-dedans. Ok, ça juste pour vous dire que les différents gaz à effet de serre, ils ont une contribution différente au changement climatique. Le principal gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone,
qui a réchauffé l'atmosphère d'à peu près 8 degrés. Il y a aussi le méthane. 0,8. J'ai dit quoi? 8. Ah oui, 0,08 degrés. Non, 8 degrés, c'est 2300. Ça va. Ouais, ça va, on a le temps, on a le temps. Il y a des gaz qui refroidissent l'atmosphère aussi. Et ça c'est hyper important de voir que le GIEC, il le prend en compte. Peut-être que vous pourrez entendre ou peut-être lire sur des réseaux sociaux, si vous êtes dans des groupes douteux de climato-rassuristes, que oui, mais il y a aussi les gaz qui contribuent à refroidir l'atmosphère et tout. Bah, c'est pris en compte, et heureusement, parce que s'il n'y avait pas ces gaz-là, il ferait déjà 1,5 degré de réchauffement aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire, tout ça, on le prend en compte, et ok, gardez ça en tête, quoi. Peut-être aussi rajouter que sachant que ces gaz-là qui refroidissent l'atmosphère, ils créent aussi d'autres problèmes, Ouais. notamment de pollution, d'ozone, etc. Enfin, voilà, ouais, le dioxyde de soufre, c'est un des principaux précurseurs d'aérosols. Les aérosols, c'est un des trucs qu'on essaye d'éviter le plus possible en ville. Dioxyde de soufre, c'est quoi? C'est la combustion du charbon qui le dégage surtout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va avoir en ville qui va être associé aux émissions de CO2. Donc ça, c'est un peu bâtard parce qu'on brûle du charbon, mais d'un côté, ça refroidit l'atmosphère aussi. Bon, il y a un peu ce double enjeu-là. Et c'est pour ça aussi que jusqu'à présent, toutes les solutions de géo-ingénierie, ce qu'on appelle la géo-ingénierie, donc modification de l'atmosphère par de l'ingénierie, typiquement diffuser des fusées de soufre dans l'atmosphère, etc., n'ont pas été mises en place parce qu'en fait, ça a des effets secondaires hyper dangereux et peut-être autres que climatiques, mais enfin voilà, qu'on pourrait potentiellement ne pas contrôler. Oui, la pollution atmosphérique, c'est 8 millions de morts par an, donc diffuser l'un des principaux polluants dans l'atmosphère massivement pour essayer de refroidir le climat, c'est peut-être pas la solution. Ok, désolé, on s'est mis dans une salle à l'Académie du climat, il y a un peu de monde. Ça, juste pour vous faire un petit bilan sur la hausse des températures, 1,1 degré depuis l'ère pré-industrielle, ça on l'a vu, c'est le graphe qui monte en flèche. Je vous ai dit que la chaleur, elle était captée par les océans, les terres et l'atmosphère. En gros, c'est massivement l'océan qui va capter la chaleur. C'est 91% de la chaleur qui a été captée par l'océan. S'il n'y avait pas ça, il ferait beaucoup plus chaud dans l'atmosphère, mais ça veut dire aussi que l'océan il s'est réchauffé de façon colossale. Et ça va être un problème pour tous les organismes qui vivent dans les océans. Deux autres chiffres. Pour l'instant, on n'y est pas encore. 2,5 degrés, ce serait peut-être d'ici la fin du siècle, peut-être d'ici 2050, on ne sait pas exactement. Ce n'est pas du tout impossible qu'on y arrive. Si on dépasse 2,5 degrés, c'est un record sur les 3 derniers millions d'années. 3 millions d'années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez en tête les échelles géologiques. En gros, les dinosaures, c'est 65 millions d'années avant nous, mais il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas d'humains, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que notre espèce, elle ne connaît pas. Plus de 2,5 degrés sur Terre, c'est quelque chose. On fait un saut dans l'inconnu. Et bon, on n'a pas été programmé pour vivre avec cette température, en fait. Enfin, avec ce climat. Un dernier point sur le forçage radiatif. Vous allez parfois avoir plusieurs chiffres. Parfois, on va vous parler de plus 2 degrés, plus 5 degrés. Et parfois, on va vous parler de RCP 8.5. RCP, c'est la slide juste après normalement. 8.5, c'est le forçage radiatif qui est associé. Donc, si vous voyez RCP 8.5, en gros, ça correspond à 5 degrés. Là, en ce moment, on est à RCP 2. Enfin, on est à 2,7 watts par mètre carré de forçage radiatif additionnel. Donc, en gros, c'est combien d'énergie on met en plus dans l'atmosphère par unité de temps. Et donc, en gros, il y a à peu près un facteur 2,5 entre le forçage radiatif et la hausse des températures. Alors, est-ce qu'il veut bien me passer la slide? Il ne veut pas. Il est fâché. Ok, il veut bien. Ouais, différents scénarios, ça, c'est un truc à garder en tête. Bon, ce qui s'est passé entre 1850 et aujourd'hui, ça a été fait. On ne peut pas revenir dessus, on ne reviendra pas dessus. Et les plus 1,1 degré, bah, ils sont là. Et il faut se débrouiller avec. Par contre, ce qui va se passer à l'avenir, ça, c'est un truc super important à avoir. On peut encore le modifier. Et c'est ça, les deux gros messages du GIEC, en gros, sur tous les groupes et sur tous les phénomènes dont ça parle. C'est ce qui est là, bah, c'est déjà là et il faut faire avec. Par contre, à l'avenir, on a quand même une marge de manœuvre. Donc, pour comprendre les scénarios, j'ai essayé de faire une petite slide explicative. Déjà, le GIEC prend en compte différents scénarios. Les scénarios, ils peuvent soit se baser sur les émissions de CO2. Donc, si on regarde les émissions de CO2, on va parler de RCP, Representative Concentration Pathways. Donc, ça, c'est combien de CO2 équivalent on va émettre. Donc, par exemple, on se dit on émet 60 millions de tonnes par an, puis il y a une croissance de 1% des émissions par an. Donc, ça, ce serait plutôt un scénario de forte émission. Ou alors, on peut se dire, bah, OK, les émissions de CO2 vont diminuer, ça aura diminué d'à peu près 40% d'ici 2030, à peu près 80% d'ici 2050.
Là, ce serait plutôt le scénario bleu clair. Donc, on peut parler en termes d'émissions de CO2, on peut aussi parler en termes de comportement des humains, activités sociales et économiques. Et donc là, on n'aurait plus les RCP, mais les SSP, Shared Socio-Economic Pathway. Donc ça, c'est vraiment dire les entreprises, elles vont agir dans ce sens-là. Et en fait, les SSP, ça donne pas un scénario exact, mais ça donne une fourchette. En gros, si on se dit, oui, on arrive à mettre en place telle politique et telle politique, ça devrait donner un forçage radiatif additionnel, par exemple, entre 2 et 4,5 watts par mètre carré. Donc, ces scénarios, on les mesure. Vous voyez une question? Ou pas du tout? Non? OK. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit maintenant, si vraiment c'est important pour comprendre, ou allô? Je ne sais pas s'il y a une question. Non, mais je crois que Mathieu Noirot a son micro allumé. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a causé du bruit. OK. Si jamais vous n'avez pas de questions, c'est un tout petit peu mieux si vous éteignez les micros. Si vous avez une question, vous pouvez la poser soit maintenant, soit à la fin des présentations du rapport 1, 2 et 3, aussi, si jamais c'est un peu moins urgent. Ouais, évitez de mettre vos questions dans le chat parce que nous, ça permet qu'on puisse ne pas l'ouvrir tout le temps. Ouais, nous, on n'a pas affiché le chat, sinon on ne voit plus les slides. OK, donc ça, c'est pour la présentation des scénarios. Et les deux chiffres donnés à la fin, genre si on parle de SSP, il y a entre 3 et 7. Donc ça, c'est la fourchette de forçage radiatif qu'on aura, plus petite valeur et plus grande valeur selon les comportements des entreprises, des États, etc. OK, ceci étant dit, on a vu que la température se réchauffe dans les océans, dans l'atmosphère, dans les sols. S'il fait plus chaud, la glace elle va fondre. Donc, quelles glaces qui fondent? Toutes, ça au moins c'est facile à retenir. Les glaciers continentaux, donc ça c'est dans les chaînes de montagnes, par exemple la mer de glace dans les Alpes qu'on voit diminuer d'année en année. Les calottes glaciaires au Groenland et aussi en Antarctique. Calotte glaciaire, en gros, c'est la couche de glace qu'il y a sur les sols continentaux. C'est une couche de glace de 3 km d'épaisseur. Donc celle-là, elle ne va pas fondre du jour au lendemain. Par contre, plus elle fond et plus ça va rajouter de l'eau dans les océans. Ça, on le verra juste après. Mais 3 km d'épaisseur, sur tout l'Antarctique, par exemple, l'Antarctique, c'est plusieurs fois la France en superficie. Si on met toute cette eau-là dans les océans, ça fait beaucoup monter le niveau de la mer. Mais on revient dessus juste après. Et il y a aussi une diminution de la banquise. La banquise, c'est la glace de mer, c'est les icebergs. Ça, le fait que ça diminue en Arctique, d'un côté, ça ouvre des routes maritimes, mais d'un autre côté, c'est le milieu de vie de certaines espèces, typiquement les ours polaires, à l'image d'ours polaires sur son iceberg qu'on voyait, il y a de moins en moins de banquise, et ça, c'est problématique pour certaines espèces. Mais on va pas s'attarder sur le cliché de l'ours polaire. Qui dit fonte des glaces dit montée des eaux. Où on en est aujourd'hui de la montée des eaux? Depuis en gros le début du XXe siècle, ça a monté de 200 mm, donc c'est 0,2 mètres ou 20 cm, ou en gros, ça fait ça, quoi, en gros. Alors là, on se dit vraiment, c'est rien du tout. 20 cm, c'est pas grand-chose. Si jamais le niveau de la piscine il monte de 20 cm, c'est OK, en fait, c'est rien. Mais ça, c'est la même chose que la température. La température, 1 degré, on se dit, ouais, 1 degré, on ne va pas en mourir. 1 degré, c'est quoi? C'est juste, c'est même pas on enlève un pull, on retrousse un tout petit peu les manches et c'est bon, quoi. Mais non, 1 degré, ça a déjà provoqué des phénomènes extrêmes climatiques bien plus importants. Ça a fait monter le niveau des eaux. Enfin, il y a vraiment toutes ces conséquences à avoir en tête. Donc 20 cm, ce n'est pas rien du tout. On revient dessus juste après sur les conséquences. La vitesse à laquelle l'eau monte, c'est comme la vitesse à laquelle ça se réchauffe. Ça s'accélère de façon assez incontrôlée. Par exemple, entre 1971 et 2006, on n'était même pas à 2 mm par an. Entre 2006 et 2018, ça a presque doublé. Donc, ça veut dire que si tous les 20-30 ans, ça double, on va atteindre des vitesses de montée des eaux qui vont être ahurissantes d'ici la fin du siècle. Alors, encore une fois, ça va dépendre des scénarios. La vitesse de montée des eaux, elle va fortement dépendre des scénarios. Si jamais on suit le scénario de RCP 8.5, là, ça va monter très très vite. Par contre, si on se calme, les eaux vont monter moins vite. Ah oui, il faut cliquer. Et un dernier effet qui est corrélé avec la montée des eaux, en gros, c'est que on a vu que l'océan il captait 91% de la chaleur additionnelle liée aux forçages radiatifs supplémentaires.
le fait que l'océan il se réchauffe, ça le fait gonfler. Quand vous avez un corps et que vous le chauffez, ça gonfle. C'est ça qui permet de faire voler les montgolfières, en gros. On appelle ça la dilatation thermique en physique. Et en gros, le fait que les océans se réchauffent, ça a contribué à la moitié de la hausse du niveau de la montée de la mer, la moitié de la hausse du niveau de la mer, pardon. Donc sur les 20 cm, il y en a 10 qui sont liés au fait que les océans ils se réchauffent. Et plus ça va se réchauffer, plus ça va gonfler. Et ça, on va voir que ça donne des conséquences très variées selon les endroits où ça se réchauffe. Ok, toujours sur la fonte des glaces et la hausse du niveau de la mer, ce changement-là, il est irréversible. Le rapport du GIEC qui nous dit clairement, en gros, il faudra entre plusieurs siècles et plusieurs millénaires pour que le niveau de la mer il commence à baisser. Même pas pour qu'il redevienne à la normale, mais pour que la tendance s'inverse. En ce moment, on a vu qu'il y a une augmentation du niveau de la mer à 3,7 mm par an en moyenne. Si on veut atteindre les 0 mm par an, donc que ça se stabilise, il faut attendre plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Et il faut aussi capturer du carbone pour refroidir. Enfin, en gros, il faudrait refroidir le climat pour stabiliser le niveau de la mer. Peut-être qu'on peut dire un mot aussi sur... j'ai dit juste avant que les eaux n'étaient pas impactées de la même façon selon la montée des eaux à cause de la dilatation thermique. Il y a des endroits où ça va se réchauffer, où l'océan se réchauffe beaucoup plus vite. C'est notamment le cas des îles du Pacifique du Sud-Ouest. Là, l'océan il se réchauffe énormément, donc ça le fait beaucoup plus gonfler. Et là, on n'est pas sur une vitesse de montée des eaux de 2 mm par an entre 90 et 2010, mais on est à 20 mm par an entre 90 et 2010. C'est à peu près 10 fois plus qu'ailleurs dans le monde. Donc, vous imaginez que les îles dont le point culminant, donc un territoire, on parle d'un pays, dont le point culminant, c'est 2 mètres, l'eau, elle monte 10 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Sachant qu'aujourd'hui, ça s'est un peu stabilisé, on est à peu près à 12 mm par an depuis 2010. Mais juste pour vous dire que ça, c'est comme le changement climatique, enfin, c'est comme les phénomènes météorologiques extrêmes, ça ne va pas impacter de la même façon tous les territoires. Tu peux dire un mot de cette image? Ah ouais, l'image qu'on vous a mise pour illustrer ça, c'était le ministre des Affaires étrangères du Tuvalu, donc une petite île du Pacifique. C'est un atoll. Un atoll, ouais. Donc c'est les trucs tout plats avec de l'eau. Ouais. Ceux-là, ils sont vraiment à 2 mètres de point culminant. Et en fait, là, il y a déjà une île qui s'est fait manger. Enfin, on voit que la maison qui était là, maintenant, elle est dans la mer. Et donc, le ministre des Affaires étrangères, il a fait un discours, les pieds dans l'eau, à Glasgow, pour un peu marquer le coup et dire, regardez, ça, c'est ce qui arrive à nos territoires à cause du changement climatique que notre pays n'a pas contribué à accentuer. Enfin, de ce que je sache, les Tuvalu ne sont pas responsables de 25% des émissions de CO2 depuis qu'on a commencé à brûler du gaz, du pétrole, du charbon. Ça, on en parlera dans la dernière partie. On en parlera des responsabilités. Ok, donc voilà. Sur la hausse du niveau de la mer, c'est ce que je disais, c'est irréversible et ça va continuer à monter en fait. Et donc là, peu importe le scénario, tout à l'heure, on avait les courbes de la même couleur. On avait le SSP 1, 1.9, le SSP 5, 8.5, où on avait des courbes qui montaient puis qui descendaient. Ça montait puis ça descendait parce que les émissions, elles augmentaient, puis elles descendaient. On passait à même des émissions de carbone négatives dans certains cas. La température, dans ces cas-là, elle va augmenter puis se stabiliser. Et par contre, le niveau de la mer, il va faire qu'augmenter. Peu importe le scénario, ça va augmenter. La question, c'est à quelle vitesse. Et ça, c'est vraiment le message clé du GIEC, c'est ce que je disais. C'est pas est-ce qu'on va s'en tirer sans conséquences, c'est quelles conséquences on accepte. Si on n'agit pas aujourd'hui, quelles conséquences on va avoir demain. Et si on n'agit toujours pas demain, quelles conséquences on a en 2100. Et en gros, on voit qu'en 2100, selon le scénario Shared Socio-Economic Pathway qu'on a choisi, on va avoir soit à peu près 50 cm, soit à peu près 1 mètre de montée des eaux. Et peut-être juste un petit aparté ici pour dire que la plupart des projections s'arrêtent en 2100, mais la montée de la mer continuera après 2100. Et que donc il y a des scénarios aussi pour 2300 où on dépasse les 1 mètre, 2 mètres. Enfin, la montée des eaux, c'est un phénomène qui va vraiment continuer et qui va avoir des impacts pour toutes les générations à venir sur des siècles et des siècles. Et ça, il faut vraiment comprendre que nous, on voit, ça s'arrête en 2100, etc. On se dit, peut-être ça va s'arrêter à 1 mètre après 2100. Non, ce n'est pas du tout le cas. La petite ligne aussi que vous voyez au-dessus, là, Low Likelihood à Impact Storyline. Donc, c'est un scénario à faible probabilité, mais à très fort impact. Ça, c'est si on atteint ce qu'on appelle des points de basculement ou des tipping points.
notamment l'effondrement de certaines calottes en Arctique. Actuellement, il y en a une qui est sur le bord de l'effondrement. Il y a eu pas mal de papiers scientifiques là-dessus depuis 2021. Donc ça, c'est des scénarios où en fait, si ces calottes-là s'effondrent d'un coup, bah, vous imaginez que ça fait un gros plouf avec énormément de glace qui se transforme en eau d'un coup. Et donc là, ça pourrait avoir des impacts très rapides et assez incontrôlables et qui ne sont pas actuellement modélisés en fait, dans les scénarios climat. Ouais. Donc voilà, on a aussi des petits points d'interrogation sympathiques comme ça sur les risques climatiques. Ouais. Voilà. Et ouais, là, ce que disait Esther, ouais. Ok, ça c'est juste pour vous rappeler que là, c'est comme quand on parle de l'augmentation de température, on se dit, ouais, bah, 1 mètre au pire, bah, ça fera un peu moins de plage, quoi. Non, c'est pas 1 mètre, c'est pas ça fera moins de plage, c'est 1 mètre, ça fera, je sais pas, peut-être les 1 milliard de personnes qui vont vivre près des côtes à ce moment-là, qui pourront plus habiter près des côtes parce qu'il y aura régulièrement des inondations, etc. Actuellement, il y a 600 millions de personnes au bord de la mer qui vivent dans les zones côtières, donc à moins de 10 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et on prévoit 1 milliard d'ici 2100. Ouais, donc ça, faut garder en tête que c'est une moyenne, et les moyennes, on ne peut pas leur faire dire grand-chose. Un réchauffement moyen de 2 degrés, on ne se dit pas c'est l'apocalypse, alors que là, on n'est qu'à 1 degré et c'est déjà la giga merde. Donc 2 degrés, si on peut quand même un peu parler de conséquences apocalyptiques, et là, c'est pareil, même 50 cm de montée des eaux, ce sera 150% en plus de ce qu'il y a aujourd'hui, et il y aura déjà des conséquences extrêmes un peu partout. Sachant en plus que ça dépendra des endroits. Et sachant que ça dépendra des endroits, ouais. Et ouais, aussi pour finir sur ce que tu disais sur la montée des eaux dans des siècles et des millénaires, il y a des projections dans 8000 ans dans les rapports du GIEC. Si on suit le scénario de forte émission, dans 8000 ans, la mer elle a monté de 22 mètres. 22 mètres, c'est... il n'y a pas que les petites îles du Pacifique qui auront disparu. 22 mètres, ça va changer complètement la face du monde. Et ouais, imaginez juste 22 mètres de montée des eaux, tous les territoires que ça fera disparaître. Ok, ceci étant dit, on va continuer avec les bonnes nouvelles. On a dit que la température sur Terre se réchauffait, augmentait, ça réchauffait l'atmosphère et les océans. Ça avait pour conséquence de faire fondre les glaces et donc le niveau de la mer monte. Tout ça, c'est à peu près logique. Le fait que la température augmente sur Terre, ça va aussi contribuer à accentuer les événements météorologiques extrêmes. Donc ça, je vais expliquer un tout petit peu vous montrer ce que dit le rapport du GIEC. Mais en gros, sur toute la partie chaleur, en gros, il va faire de plus en plus chaud. Donc les vagues de chaleur, les canicules, c'est virtuellement certain que les extrêmes de chaleur sont devenus plus fréquents et plus intenses. Plus fréquents et plus intenses, j'insiste dessus, parce qu'en gros, tous les événements météorologiques extrêmes que vous connaissez, que ce soit les canicules, les feux de forêt, les cyclones, les inondations et tout ça, ça va être plus fréquent et plus intense. C'est vraiment les 2 trucs à garder en tête. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que pas mal d'entre vous ont vu qu'en ce moment, en Inde et au Pakistan, il fait plus de 50 degrés alors qu'on est en avril. On était en avril il y a quelques jours encore. Plus de 50 degrés en avril, c'est jamais vu. Ça montait jusqu'à 55 degrés. Ça, ce n'est pas des températures auxquelles le corps humain est fait pour vivre. Ouais. L'été dernier aussi, on a eu 49 degrés au Canada. Ouais. Alors qu'on pourrait dire que c'est un pays plutôt... ouais, le Canada, c'est au nord, alors qu'à côté de Vancouver, il faisait 49 degrés. Ça, c'est vraiment un truc qu'il y aura de plus en plus. Et même en Europe, on observe que les vagues de chaleur comme 2007 et 2003, qui à l'époque avaient énormément défrayé la chronique, aujourd'hui, en fait, elles sont en train de devenir la norme. Ouais, 2019, il faisait plus chaud que 2003. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est déjà là. Les sécheresses, en ce moment aussi, on est en plein dedans. C'est super, ça nous fait l'actualité, en fait. Que ce soit en France, que ce soit au Chili. Là, en ce moment, il y a des grosses sécheresses partout. Et ça, c'est pareil. On a déjà remarqué une augmentation des sécheresses agricoles et écologiques. Et en fait, ce que dit le rapport du GIEC, c'est hyper important, c'est que tous ces effets-là, ça va être de plus en plus fréquent et de plus en plus intense, mais ça a déjà commencé à augmenter en fréquence et en intensité. Donc ça, c'est les 2 trucs à garder en tête. Plus ça va aller et plus ça va empirer selon combien de CO2 on émet. Mais les conséquences, elles sont déjà là. On ne peut pas s'en tirer sans plus de canicules parce que les plus de canicules, elles sont déjà là. Pareil avec les feux de forêt. Je finis juste avec les feux de forêt et je prends la question, Clara. En gros, les feux de forêt, ça, pareil, je pense que vous l'avez vu dans l'actualité tous les étés. On voit en Californie, en Turquie, surtout le bassin méditerranéen, en Australie pendant les hivers de l'hémisphère nord. On voit que les feux de forêt, ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses.
Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on observe déjà et qui va continuer à empirer. Ouais, la question? Ouais, c'était juste pour être sûr de comprendre la différence entre les sécheresses agricoles et écologiques. Agricole, je pense que... Ouais, ça, j'avais lu un truc comme quoi il y avait eu une demande, alors je ne sais plus si c'est plutôt des gens du côté des sociétés civiles ou si c'est plutôt les gouvernements, mais il y avait eu une demande pour que ce soit inclus de parler en particulier des sécheresses agricoles. Sécheresse écologique, en gros, ça veut dire que tu as une un forêt territoire naturel. qui s'assèche ou la savane en Afrique, par exemple, et du coup, il y a des animaux qui meurent. Il y a une image de 5 girafes allongées, mortes, parce qu'il n'y a plus d'eau dans les points d'eau habituels, qui est super triste, d'un J'ai article vu de la des BBC. détails aussi. Ouais. Ouais. Mais du coup, par exemple, un point d'eau qui s'assèche dans la savane africaine, où il n'y a pas trop d'activité humaine, ça, ce serait une sécheresse écologique. Une sécheresse qui fait que tous les champs de maïs des États-Unis, ou disons de l'Ouest américain, à tout hasard, n'ont plus assez d'eau et ça ne peut plus pousser et les rendements ils sont divisés par deux. Là, on parlerait de sécheresse agricole. C'est bon? Ouais, merci beaucoup. Ok, pas de quoi. Ok, toujours sur les... Je vais accélérer un peu. Ok, toujours sur les événements météorologiques extrêmes. On a vu qu'il y allait y avoir de plus en plus d'événements liés à la chaleur. Il faut aussi avoir en tête que 1 degré en plus dans l'atmosphère, en gros, c'est 7% d'humidité captée en plus dans l'atmosphère. Donc, plus il va faire chaud, plus il va faire humide. Et s'il y a plus d'eau dans l'atmosphère, ça veut dire qu'il va pleuvoir plus. Donc, que ce soit précipitation extrême, inondation et cyclone, tout ça, c'est déjà de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Et ça va continuer à être plus fréquent et plus intense à l'avenir, selon le degré de réchauffement. Un dernier point à avoir en tête, c'est que les perturbations climatiques, enfin météorologiques qu'on a vues, elles peuvent interagir entre elles. Par exemple, on a vu que le niveau de la mer monte. Cette hausse, elle peut être accentuée par des tempêtes. J'explique juste après pourquoi. Et on a vu aussi qu'il y allait avoir plus de fortes pluies, de précipitations extrêmes. Si d'un côté la mer monte et que de l'autre côté il y a des inondations qui viennent de l'intérieur des terres, la ville côtière elle est complètement inondée. Donc les inondations vont être plus probables. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on mesure et qui va s'accentuer à l'avenir. Sachant qu'il n'y a pas besoin qu'une zone soit complètement sous l'eau tout le temps en mode Atlantique pour devenir invivable. Ouais. Imaginez que vous avez des inondations et que vous passez la moitié de l'année en boîte en caoutchouc à patauger dans votre garage avec votre voiture qui est inutilisable pour aller au travail, votre vélo qui ne peut pas rouler parce qu'il y a de l'eau, etc. Il y a des quartiers où c'est déjà le cas, il y a des endroits où c'est déjà le cas. Même une semaine par an. Vous allez déménager. Voilà. Si c'est 3 jours par an, tous les 5 ans, ça va. Encore que ça fait des pertes, etc. Mais si ça devient très fréquent, etc., il faut aussi visualiser qu'une ville côtière ou une zone côtière est vulnérable avant même d'être complètement submergée. Oui. Et donc, voilà. Juste pour vous prendre un cas concret, on a vu que les cyclones tropicaux, ils allaient augmenter en fréquence et en intensité. Quand il y a un cyclone, en gros, au cœur du cyclone, le niveau de la mer monte parce que la pression est plus faible. Donc, si vous avez un endroit où la pression est faible, ça fait monter localement le niveau de la mer. Et donc, quand le cyclone il va arriver sur la côte de l'île du Pacifique, il y a une hausse du niveau de la mer qui est liée au cyclone, à la dépression qu'il y a au cœur du cyclone. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que la mer, elle a monté beaucoup plus vite dans le Pacifique du Sud-Ouest qu'ailleurs dans le monde. Donc, c'est déjà un territoire super vulnérable par rapport à la hausse du niveau de la mer. Si en plus de ça, on rajoute les fortes précipitations du cyclone, on est sûr d'avoir des inondations. Et tous ces aléas climatiques, ils vont venir s'entretenir les uns les autres. Et Esther, elle va vous parler juste après des impacts sur les populations, mais ça va avoir des conséquences énormes. Aussi sur l'entretien entre les phénomènes climatiques extrêmes. Aujourd'hui, quand il fait chaud, j'ai dit que l'atmosphère allait être de plus en plus humide. Il y aura aussi des sécheresses. Mais aujourd'hui, les jours extrêmement secs et extrêmement chauds, c'est pas probable. En gros, si on regarde les extrêmes chauds et les extrêmes secs, aujourd'hui, il n'y en a pas. Par contre, plus ça va se réchauffer et plus ça va être quelque chose qu'il y aura au cours de l'année. Donc, selon le degré de réchauffement, les aléas climatiques extrêmes, vraiment extrêmes, ceux-là, on parle de probabilité de 1 sur 1000, qui vont avoir lieu en même temps, c'est quelque chose qui va être de plus en plus fréquent. Et là, si en même temps il fait super chaud et en même temps il fait super sec, on va avoir des feux de forêt énormes, toutes les cultures agricoles elles vont être perdues,
Donc là, on parle de conséquences extrêmement lourdes. Il faut peut-être en retenir aussi 2 choses. Première chose, très bonne nouvelle, ça s'accumule. Évidemment, les risques n'arrivent jamais tout seuls. Et deuxième chose, ce n'est pas du tout linéaire. Si vous regardez le tableau là, entre un ratio de 1 aujourd'hui et plus 230%, puis 720%, et ensuite on ne sait même pas à 3 degrés, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de linéaire. Et la métaphore qui est souvent utilisée en intervention pour expliquer ça, c'est le phénomène de la fièvre. Si j'ai, c'est quoi, 37 degrés quand on a un peu de fièvre 38 degrés, voilà, j'ai 2 degrés de fièvre, 1 degré de fièvre, je vais manquer 2 jours d'école. Si le boulot, enfin peu importe. Et si j'ai 4 degrés de fièvre, je vais pas manquer 4 jours. Je vais être probablement soit à l'hosto, soit pire. Voilà. Donc, pour la température, il faut vraiment s'imaginer que c'est pareil et que les conséquences, encore une fois, ne sont pas linéaires. Et plus 1 degré, ça ne veut pas dire plus 1 degré plus chaud. C'est vraiment, voilà. Oui. Vraiment insister sur ce point parce que c'est super important. Ok, ça on passe. Ouais, ok. Donc, juste pour résumer ce qu'il nous dit ce rapport 1, déjà, 100% du changement climatique est lié à l'action humaine. Ça, c'est sans équivoque aujourd'hui. Les changements qu'on observe récemment, ils sont sans précédent. On a vu que 2,5 degrés de réchauffement, ce serait sans précédent depuis 2,5 millions d'années. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est sans précédent depuis des siècles, voire des millénaires. Les perturbations du système climatique, que ce soit il fait plus chaud, que ce soit l'eau monte, que ce soit il y a des événements climatiques extrêmes, elles sont déjà là. On l'observe déjà. Et ce n'est pas quelque chose où on peut se dire, ouais, on peut encore avoir on a des chances de s'en tirer sans conséquences. Les conséquences, elles sont là et on les aura. Les changements qu'il y a, ils sont irréversibles, certains, et en fait la plupart. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, de retenir de ce rapport 1, c'est de un peu tordre le cou à l'expression « éviter le pire ». Il faut éviter le pire. En fait, les conséquences, elles sont déjà là, et en fait, ça pourra toujours être pire. C'est ce que nous dit ce rapport. En gros, il ne faut pas s'avouer vaincu. Il ne faut pas se dire, ouais, de toute façon, c'est foutu, on va dépasser les 2 degrés. Si on dépasse les 2 degrés, la prochaine cible, c'est 2,01 degrés. Ce n'est pas 3 degrés ou 3 degrés et demi. En gros, c'est ça, chaque fraction de degré compte. Et ouais, ça, c'est vraiment le message clé du groupe 1. Et ouais, le point 7, ce n'est pas forcément le plus central. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Est-ce que vous allez bien ? Là, on est sur les parties vraiment pas cool parce qu'on parle de tous les impacts et c'est effectivement assez terrifiant. Est-ce que vous avez besoin qu'on prenne une pause à un moment ? Sachant que là, il nous reste 2 parties. Il est à peu près 19h30. Est-ce que vous avez besoin de 5 minutes de pause ou on enchaîne ? Je pourrais reposer la question à la fin de cette partie-là aussi. Bon. Ça va. Bon. Nickel. Je vous partage aussi la présentation, comme ça vous pourrez avoir... Ah, mince, j'ai envoyé que à Louise en MP parce que je suis une quiche. Hop, je vous la mets à tout le monde, c'est mieux. Je vous envoie la présentation en lien si vous voulez la regarder, réutiliser les slides, etc. N'hésitez pas, du coup, c'est en accès libre. Pour que s'il y en a qui sont en train de taper comme des malades pour prendre des notes, ou je sais pas, et c'est sûr, faut que je retienne tous les petits messages clés, etc. Comme ça, vous les aurez. De toute façon, on enregistre, si jamais et vous comme voulez ça, on aussi. n'oublie pas de vous la rendre, de vous la passer. Et on mettra, je pense, la vidéo sur le drive aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie où est-ce qu'on en est au niveau physique. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qui nous intéresse en tant qu'humains ou autres vivants comme chiens. C'est la partie des impacts et de comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça. Donc ça, c'est la partie qui est traitée par le groupe de travail 2. Déjà, pour commencer, donc ça, on a commencé à le dire, il y a des conséquences qui sont déjà irréversibles. On a déjà des impacts qu'on observe à partir des événements extrêmes et des catastrophes qu'on vit et qu'on observe déjà. Enfin voilà, on a parlé de l'Inde et stuff. Enfin voilà, la liste est infinie. Si vous commencez à vous renseigner sur ce sujet, vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle catastrophe tous les jours. C'est absolument atroce. 1,5 par jour, en gros. Ah ouais, t'as fait la moyenne ? Ouais, j'avais lu un truc et il y en a un peu plus de 5, je crois 560 par an. Et en gros, ça fait un désastre et demi climatique par jour. Voilà. Donc, en gros, il y a déjà des impacts qu'on observe et des pertes irréversibles. Donc là, le graphe, je vous l'explique très, très rapidement. C'est un graphe qui montre le premier au-dessus, le A, c'est est-ce qu'on est sûr ou pas très sûr que c'est lié au changement climatique ou pas. Vous voyez, dans la plupart des cas, quand c'est sûr, quand c'est très sûr, on a un point bleu, sinon c'est violet ou blanc.
vous voyez qu'on a quand même pas mal de points bleus et violets, donc dans la plupart des cas et sur à peu près tous les domaines, sur tous les continents, on est à peu près sûr de l'attribution du changement climatique. Parfois, on ne l'est pas au niveau régional ou sur certains sujets parce qu'on a moins d'informations. Et vous voyez que les impacts évalués, en dessous, vous avez des moins et des plus, c'est le même tableau avec des moins et des plus. Vous voyez que globalement, les impacts sont négatifs. Vous avez beaucoup plus de moins que de plus. Les impacts positifs, ça peut être l'éco-bénéfice, par exemple, pour certains territoires. Typiquement, je ne sais pas, en Russie, ils vont arriver à faire pousser des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire pousser avant parce qu'il fait un peu plus chaud. Enfin voilà, ça peut être ce genre de bénéfices-là. Sachant que parfois, c'est des bénéfices à court terme et pas forcément à long terme. Ok, donc quand on parle d'impact, on parle de plein de choses hyper angoissantes. Donc ça va être la partie angoisse, je suis désolée. Mais c'est une partie qui est importante parce que c'est vraiment là le cœur de pourquoi c'est important en fait de lutter contre le changement climatique. Parce que ça va nous toucher nous et vraiment très directement. Et ça va toucher notamment, on va revenir après, les populations les plus vulnérables. Donc en termes d'impact, on parle de quoi? On parle de stress sur les ressources alimentaires et l'eau, sachant qu'aujourd'hui on a déjà, selon ce rapport, des millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, donc qui n'ont pas assez à manger du tout. On a la moitié de la population mondiale qui connaît une raréfaction sévère des ressources en eau au moins une partie de l'année. Il y a un exemple qui est étudié dans ce rapport qui est très intéressant, c'est l'Afrique du Sud. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de cet exemple, mais ils ont atteint le Day Zero, donc le jour où il n'y avait plus d'eau au robinet. Et ils ont vécu pendant plusieurs semaines, voire mois, sans eau courante, en fait, parce que faute de pénurie d'eau. Donc ça, c'est des conséquences qui existent déjà aujourd'hui et qui vont potentiellement s'aggraver. Voilà, avec toutes les conséquences qu'on a vues, que ce soit les tempêtes, les sécheresses, les changements de température, c'est quelque chose sur lesquels l'agriculture est assez sensible. Ouais. Si vous avez un jardin ou que vous avez une mamie qui a un jardin ou quoi, demandez-lui ce que ça fait quand on a du gel pas au bon moment ou une sécheresse pas au bon moment. Peut-être pour faire un tout petit lien sur la fonte des glaces dont on parlait juste avant, en gros, même en France, on va être impacté parce que l'eau qu'on a dans les cours d'eau français, surtout les cours d'eau de montagne, elle vient d'où? Elle vient de la fonte des glaciers. Et si ces glaciers ils se mettent à disparaître, ça veut dire qu'au printemps, ils vont plus fondre. Et donc, les cours d'eau qui servent à alimenter les nappes phréatiques et même directement les exploitations agricoles, si ces cours d'eau ils disparaissent, il n'y a plus d'apport en eau. Donc, en fait, il ne faut pas se dire, ouais, en France, on est tranquille, on a des nappes phréatiques, on a un pays humide. Non, dans tous les pays où il y a des glaciers, quand les glaciers commencent à se retirer des montagnes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'apport en eau dans la vallée en dessous. Et donc ça, en France, vous pouvez le voir dans le Var tous les étés. Tous les étés, on a un reportage France 3. Alors, il ne parle pas de changement climatique. Par contre, il parle du fait que il commence. Mais par contre, le fait que les cours d'eau ils sont à sec, ça, ils en parlent. Ouais. C'est ça, donc fond des glaciers et combiné avec, par exemple, extrême de chaleur. Aussi, voilà. Ok, donc ça, c'est le premier truc, la bouffe, super important. Deuxième truc, c'est la santé. Le GIEC a fait un chapitre entier sur la santé, c'est super intéressant. Globalement, ce qu'on voit, c'est une hausse des maladies liées à l'eau et à l'alimentation. Donc, logique, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Des maladies vectorielles. Les maladies vectorielles, c'est les maladies transmises par des petits animaux, par exemple les moustiques. Et les zoonoses, bon, on sort de la Covid, je ne vais pas vous expliquer du coup ce que c'est qu'une zoonose. Hashtag merci les pangolins. Bon, on ne débattra pas sur la Covid, c'était les pangolins ou quoi. Point intéressant, c'est la première fois aussi que le GIEC mentionne des défis relatifs à la santé mentale, donc notamment en parlant des traumatismes que vivent les gens lors d'une catastrophe. Voilà. Autres impacts, évidemment, il y a des impacts sur les villes qui sont très, très touchées par les vagues de chaleur, mais aussi des impacts négatifs sur l'économie et les infrastructures. Forcément, si vous avez, je sais pas, on va prendre l'exemple d'une vague de chaleur, ça peut détériorer, je sais pas, même des services essentiels comme les trains. La SNCF, on sait très bien que s'il y a des vagues de chaleur extrêmes, les trains ne peuvent plus rouler parce que ça peut dérailler. Pareil, les gens qui travaillent en plein air ne peuvent plus aller travailler. Enfin, c'est aussi des impacts économiques extrêmement négatifs qui peuvent toucher aussi le monde du travail. On a aussi des crises humanitaires. Donc actuellement, on observe à peu près 20 millions de personnes supplémentaires par an qui sont déplacées donc internes donc dans leur pays en raison des événements climatiques. La Banque mondiale a publié un rapport qui s'appelle le rapport Groundswell qui prévoit environ 215 millions de réfugiés, de déplacés climatiques internes d'ici 2050. Donc c'est des chiffres énormes. Il y a aussi un chapitre, il n'y a pas de chapitre spécifique, mais il y a aussi un groupe qui a réfléchi à la question des conflits. Très intéressant, il y avait le cas notamment de la Syrie. Et notamment, en fait, ce qu'ils ont conclu pour l'instant, c'est que les facteurs non climatiques restent plus importants dans le déclenchement d'un conflit que les facteurs climatiques.
Typiquement, l'exemple de la Syrie, on voit que les régions autour de la Syrie qui étaient touchées, elles aussi, par des sécheresses, n'ont pas connu un conflit comme celui qui a connu la Syrie pendant des années. Donc voilà, il faut faire attention aussi avec climat égale guerre ou climat égale conflit. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons que ça agit comme un facteur de stress supplémentaire. Voilà. Derniers impacts, la montée des eaux. Je vais aller très très vite parce qu'on en a déjà parlé du coup. Et enfin, la biodiversité. Donc ça, c'est un passage que j'ai relu 7 fois tellement ça m'a bugué. C'est vraiment dans le rapport. Donc aujourd'hui, on a observé que la moitié des espèces connues ont déjà migré. Donc elles se sont déplacées, elles ont changé leur lieu de vie, leur habitat, vers les pôles ou des territoires plus en altitude. Donc les espèces sont en train de se déplacer. Voilà. C'est 1 million d'espèces en gros qu'on commence à migrer. On a aussi perdu énormément d'individus de certaines espèces locales à cause des événements extrêmes. Voilà, par exemple, les coraux, on sait que s'il y a une vague de chaleur marine, ça va faire blanchir les coraux. Enfin, voilà, ça, c'est un exemple assez connu. Ouais, Louise? Ouais, les espèces qui sont déplacées, on parle de la faune et de la flore ou Ouais. Ok. La flore, je ne sais pas parce que ça migre extrêmement lentement. Oui, mais je pense que c'est aux échelles. Enfin, il me semble de ce que j'avais lu, c'était pas différencié en tout cas. Ok. Je ne veux pas te dire une bêtise, j'irai revérifier et je te dirai si tu veux. Merci. Voilà. Donc ça, c'est une carte, je la trouve assez frappante aussi sur justement la différenciation entre différents scénarios climatiques. Et ça montre aussi l'importance de maintenir le réchauffement. C'est le pourcentage de biodiversité exposé sur la carte violette et perdu sur la carte jaune. Vous voyez qu'entre plus 1,5 degré, donc on y est presque, hein, et plus 4 degrés, voilà, il y a des zones où on perd plus de 75% de la biodive dans des scénarios les plus extrêmes. Et vous voyez que dans tous les cas, la biodiversité est quand même globalement très touchée. Enfin, même perdre 25% de la biodiversité, là en jaune, c'est des chiffres énormissimes. Et l'UICN, qui est l'équivalent du GIEC sur la biodive, pense que le changement climatique pourrait devenir une des premières menaces qui pèsent sur la biodiversité, sachant qu'aujourd'hui, c'est plutôt les autres actions humaines, hein, la prédation, la déforestation, les pollutions, etc. Voilà, donc c'est pas réjouissant non plus pour les écosystèmes. Et donc, pour nous, voilà, comme le rappelle ce charmant petit mème, nous sommes reliés aux autres espèces. Donc, voilà. Du coup, pour les conséquences, je voulais vous prendre cet exemple du vin. Bon, déjà parce qu'il nous parle tous et qu'il est extrêmement choquant, mais aussi parce qu'il illustre que en fait, le changement climatique a vraiment des impacts sur tous les secteurs. Donc, il y a une sorte de boîte d'études sur l'avenir du vin et de la viticulture. Et on voit que les régions méditerranéennes, typiquement Bordeaux, voilà, toutes les régions en France où on fait du vin, vont connaître des déclins majeurs en termes de qualité pour le vin. Et donc ça a des impacts à la fois sur la production vinicole, donc le côté agricole, mais aussi sur le tourisme. Donc en fait, on voit que le changement climatique peut vraiment remettre en cause toute une culture, toute une structure. Enfin voilà, imaginez la France sans vin de Bordeaux, voilà, c'est quand même quelque chose, ou alors avec beaucoup moins de vin et du vin de moins bonne qualité, difficile à avoir. Voilà, c'est quand même quelque chose de différent. Donc vraiment prendre en compte que ça peut impacter tous les domaines, y compris ceux qui pourraient sembler le plus farfelus, en fait, voilà, c'est relié. Est-ce qu'on est tous dans le même bateau face à ces impacts? La réponse est évidemment non. C'est quelque chose sur lequel insiste énormément le groupe 2, ces enjeux de vulnérabilité. Et donc aujourd'hui, on sait que selon sa situation, on n'est pas impacté de la même manière. Donc situation qui dépend à la fois des schémas de développement un peu globaux, des schémas d'inégalité. Pour la première fois, le GIEC a mentionné le colonialisme comme un schéma historique et permanent d'inégalité. Donc voilà, c'est la première fois que le mot colonialisme apparaît dans un rapport. Voilà, le GIEC, c'est pas une banque de woke, voilà. Genre vraiment, ils ont pris la littérature scientifique et ils ont conclu que voilà, ça faisait partie des points qui pouvaient accroître la vulnérabilité parce que c'est des schémas de marginalisation, d'inégalité entre les peuples, etc. Donc, personnes vulnérables, là, c'est un peu un melting pot des exemples qui reviennent. Donc, femmes, enfants, personnes âgées, populations autochtones, les pauvres, les groupes socialement marginalisés. Voilà, jusque-là, rien de bien choquant. Je pense que je vous apprends rien sur la vulnérabilité. Pourquoi c'est important, ces histoires de vulnérabilité? Pour ça, il faut revenir peut-être à la définition même du risque. Donc, pour rappel, un risque, c'est une combinaison entre l'aléa. Donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, voilà, la vague de chaleur, l'incendie. Ça, c'est l'aléa, c'est ce qui nous arrive. La vulnérabilité, c'est est-ce que je suis en capacité de réagir? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces?
Et l'exposition, c'est est-ce que je me trouve au moment T à l'endroit où se produit la catastrophe. Pour prendre un exemple de ça, qui n'est pas dans le rapport, c'est juste pour vous illustrer, ça a été pris dans des rapports d'avant. Il y a l'ouragan Katrina qui avait été beaucoup étudié. Donc là, les ils se prennent un ouragan sur la tronche, jusque-là, ça va. L'exposition, c'est qu'ils avaient mal construit, puisqu'ils avaient en fait construit des digues qui avaient créé une sorte de sentiment de fausse sécurité. Enfin voilà, c'est un truc qui est assez étudié, c'est l'histoire de digues et de développement faussement safe derrière les digues. Donc voilà, on construit derrière les digues, elles sont mal entretenues, c'est l'exposition. Et la vulnérabilité, c'est qu'on a su, après coup, en faisant des études sur qui avait été touché, que les populations pauvres, afro-américaines, féminines ou âgées avaient été extrêmement plus touchées parce que plus de difficultés à s'enfuir face à la catastrophe ou à partir, parce que mauvais quartier, mal situé. Donc voilà, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, et le risque, c'est vraiment la résultante de ces trois composantes. Ça, c'est vraiment un des schémas clés du GIEC depuis un certain temps. Depuis le rapport sur les risques de 2012, il me semble. Mais donc voilà, c'est des trucs qui reprennent à chaque fois et c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'on insiste autant sur la vulnérabilité. Et derrière, évidemment, il y a des enjeux de justice sociale et climatique énormes. Donc, est-ce qu'on est tous dans le même bateau? Ça, c'est un des autres graphes qui montre que non. Donc voilà, là, c'est par région. Donc, ils ont étudié est-ce que c'est des défis importants ou modérés. Enfin voilà, en gros, c'est le niveau de risque que fait peser le changement climatique sur différentes catégories. Vous voyez que l'Afrique douille, globalement, c'est quand même le continent le plus exposé. Chiffre extrêmement important dans ce rapport, je pense que si vous devez retenir un chiffre, c'est qu'actuellement, en gros, un peu moins de la moitié de l'humanité vit déjà dans une situation fortement vulnérable au changement climatique. C'est énorme et c'est actuel. Hein. J'ai regardé si c'était pas un futur ou quoi. Non, c'est our living. Donc c'est vraiment maintenant. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie exposition et vulnérabilité. Donc, il va évidemment avec les impacts, puisqu'on est tous impactés de manière différente. Ok, maintenant qu'on a dit tout ça, on ne va pas rester les bras croisés. Évidemment, on va pouvoir agir et s'adapter. Donc, les rapports sont foutus dans un ordre bizarre, c'est-à-dire qu'on parle des impacts et de l'adaptation et ensuite de l'atténuation. Donc, on va parler d'abord de l'adaptation. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins important que l'atténuation. Un truc important, c'est de voir que c'est deux enjeux qui vont ensemble. Premièrement, parce qu'en fait, si on n'atténue pas les émissions, là, c'est ce que vous voyez avec ce graphe, les petites bandes comme ça s'appelle des burning embers. C'est des graphes qui sont utilisés par le GIEC pour mesurer les niveaux de risque. Vous voyez que si on est en violet, c'est des risques très élevés. Si on est en blanc, il n'y a pas de risque. Entre les deux, il y a différents gradients. Vous voyez que si on est dans des scénarios assez faibles, le risque reste gérable sur différents impacts, différents cas d'études. Par contre, si on est dans un scénario comme le SSP 8.5, qui est le pire, alors là, dans tous les cas, les risques sont très élevés. Donc forcément, plus on atténue à la base, forcément, moins on aura à s'adapter parce que moins les risques seront élevés. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Très important de s'adapter. Pour autant, l'adaptation peut vraiment avoir un impact pour contribuer à réduire les risques. Je vais venir après à qu'est-ce qu'on entend par adaptation et comment on peut faire de l'adaptation. Mais donc voilà, vous voyez que par exemple, entre une adaptation proactive à droite des schémas et une adaptation limitée, selon les scénarios de réchauffement, vous voyez que dans un cas, on a des risques qui vont être rouges ou violets, et dans d'autres cas, on va avoir des risques qui sont blancs ou jaunes, beaucoup plus faibles. Par contre, vous voyez que l'adaptation proactive, il l'arrête à 2 degrés parce que le GIEC considère qu'au-dessus de 2 degrés, globalement, c'est un peu grillé pour l'adaptation, en gros. C'est un peu le message aussi, donc très important. Si on veut survivre et s'adapter aux effets du changement climatique, il ne faudrait mieux pas trop réchauffer de base. Voilà. Un argument qui revient aussi beaucoup, que du coup je voulais discuter avec vous, c'est cette histoire. Je suis sûre que vous avez tous un tonton, un papy qui va vous le sortir ou qui vous l'a déjà sorti un jour. Si ce n'est pas le cas, vous êtes chanceux. C'est cette histoire de non, mais l'adaptation, ça se fait de manière spontanée, l'homme s'est toujours adapté, ça va se faire tout seul. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que historiquement, on n'a jamais connu les changements qu'on est en train de vivre. On voyait sur la première slide, vous vous rappelez, réchauffement unprecedented, donc sans précédent depuis plus de 2000 ans. Donc je ne crois pas qu'on va s'adapter à ça spontanément. Et globalement, les catastrophes naturelles dans l'histoire nous montrent que non, l'homme ne s'adapte pas spontanément.
En général, il lui faut une catastrophe pour réagir, mais il ne le fait pas comme ça. Voilà. Je vous ai mis en lien, il y a mon pote qui a fait tout un article dessus avec une chercheuse qui s'appelle Magali Regueza. Donc, si ça vous intéresse de creuser sur pourquoi l'homme ne s'est pas toujours adapté avec des exemples et tout, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, c'est important d'en faire de l'adaptation de manière proactive. Et le rapport fait un petit peu un bilan sur où est-ce qu'on en est. Alors, où est-ce qu'on en est sur l'adaptation? La bonne nouvelle, c'est qu'on a des progrès dans tous les secteurs et dans toutes les régions. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut saluer. Donc, ça veut dire que tous les pays se sont dotés à peu près d'un plan d'adaptation. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place sur le terrain. Ça, c'est très bien. En revanche, le rapport remarque aussi que les efforts sont inégalement répartis et concentrés sur des actions de court terme et assez immédiates. En gros, là, on est en train de s'adapter en mettant des petits sparadraps un peu partout, des petites digues pour faire face à la montée des eaux, mais sans vraiment repenser le fond des territoires, des activités qu'on fait, etc. Et donc, on ne met pas encore en place beaucoup de l'adaptation transformationnelle. Je vais venir juste après dessus avec un exemple parce que ce sera beaucoup plus clair. Donc, en gros, pour prendre un exemple, on peut prendre le ski. Donc, si on fait de l'adaptation de court terme, adaptation sparadrap, un exemple d'adaptation du ski, ça pourrait être de mettre de la neige artificielle plus ou moins en masse. Là, vous avez le cas des JO de Pékin où voilà, on a enneigé des kilomètres de montagne qui n'étaient pas du tout enneigés à la base. Donc ça, voilà, on maintient le business as usual avec des impacts qui peuvent être négatifs, notamment sur les écosystèmes, voilà, parfois aussi des impacts sociaux. Alors qu'une adaptation plus transformationnelle, ça va être de vraiment repenser le territoire de sorte à avoir des bénéfices pour les populations, pour les écosystèmes et pour le climat. Je ne fais pas de plan de pub pour ce plan Avenir Montagne, mais j'ai vu que c'était intéressant parce que la France avait lancé ce type de réflexion. Je ne sais pas comment ils les mettent en place et si ça va vraiment être de l'adaptation transformationnelle. Rien n'est moins sûr. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment aussi un enjeu de, par exemple, pour les territoires de montagne, essayer de développer d'autres activités que le ski à d'autres périodes de l'année, essayer d'attirer les touristes sur d'autres choses, de créer d'autres formes de revenus et de résilience aussi pour les personnes qui vivent sur place. Voilà, ça pourrait être de l'adaptation plus transformationnelle. Est-ce que tout va bien jusqu'ici sur adaptation, impact? Ouais, tranquille. Ok, nickel. La dernière partie de ce volet du GIEC parle de développement et de trajectoire d'adaptation. Donc, en gros, le message principal, c'est qu'on a encore une fenêtre d'action devant nous pour faire du développement qui soit résilient sur le plan climatique. Donc là, vous voyez, c'est un graphe qui est assez schématique. En gros, vous voyez qu'il y a des scénarios intermédiaires aussi. Ce n'est pas juste une ligne verte ou une ligne rouge, genre on va dans la bonne direction ou on se plante totalement. A priori, on va plutôt prendre un truc entre les deux, si on ne se débrouille pas trop mal. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ils ont fait une analyse à partir des SDGs, donc des objectifs du développement durable, et qu'on voit qu'il y a des scénarios où on peut à la fois s'adapter, réduire les émissions et avancer sur les autres objectifs du développement durable, donc réduire la pauvreté, l'éducation, etc. Enfin, vous les connaissez. Ou alors, on peut au contraire aller dans un système avec des inégalités accrues, encore plus de changement climatique, des écosystèmes dégradés, etc. Donc, on a vraiment le choix entre différentes trajectoires de développement. Et le message clé, ça va être vraiment de, voilà, on a le choix et c'est à nous ensuite de faire la différence entre les deux. Voilà, vous pourrez du coup relire les messages clés. Je vous les fais très, très rapidement. Donc, voilà, pour résumer un peu ce qu'on a dit. Donc, on a vu que les conséquences du changement climatique sont réelles, elles sont déjà là, elles entraînent des pertes qui sont parfois irréversibles. Ça, c'est des choses qu'on observe. Chaque dixième de degré compte, on l'a déjà dit, parce que les impacts seront infiniment plus graves au-delà de 1,5 et encore plus de degrés de réchauffement. C'est pour ça que c'est aussi important d'agir. En gros, il faut retenir qu'au-dessus de 2 degrés, l'adaptation, c'est mort, quoi. Les individus et les communautés ne sont pas tous égaux face au changement climatique à cause des enjeux de vulnérabilité. On a de l'adaptation qui progresse, mais pas assez vite et de manière encore trop peu transformationnelle, trop peu systémique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste quand même cette fenêtre d'action-là pour avoir un développement qui soit compatible avec nos objectifs climat, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est quand même un rapport qui finit avec des vraies touches d'espoir, malgré la partie hyper angoissante des impacts. Enfin, voilà, les impacts, c'est vraiment un truc de rapport en rapport. Tout le monde est de plus en plus dans la crise d'angoisse en lisant le rapport parce que c'est vrai qu'ils sont horribles. Mais il y a aussi toute cette partie-là et il faut vraiment en parler. Le GIEC finit vraiment sur des messages positifs et des messages
Enfin, voilà, le message du GIEC, c'est pas du tout tout est grillé et on va tous mourir de la malaria dans un feu de forêt horrible et dans un monde cramé sous les inégalités. Enfin, vraiment, il y a des choses à faire. Il y en a qui commencent à être mises en place et bah, voilà, maintenant, allons-y. On va... Ah, je l'ai mise là. Ça, c'est une citation aussi. Je vous ai mis des petites citations parce que ça peut servir en intervention. C'est Antonio Guterres, donc secrétaire général des Nations Unies, qui parle de ce rapport comme dans l'Atlas de la souffrance humaine. Je pense que c'est assez juste au vu de ce qu'on a dit, ainsi qu'une accusation accablante de l'échec du leadership climatique. Mais il finit aussi, lui aussi, sur cet appel à l'action, et c'est pour ça que je voulais aussi le mentionner pour cette transition. Voilà, il dit il est temps de transformer la rage en action climatique. Franchement, vous allez voir après, les papiers punchline, il fait vraiment les meilleures citations à sortir en intervention. On en a une autre petite surprise à la fin. Voilà. Donc, effectivement, bah voilà, mais comment transformer cette rage en action? Donc, on a vu, on peut faire des choses pour s'adapter. On peut aussi faire des choses pour atténuer les émissions. Donc là, on va vous parler un peu du budget carbone, donc ce qui nous reste pour agir et quelles solutions mettre en place. Ok. Déjà, est-ce que ça va et est-ce qu'il y a des questions sur cette partie où c'est bon? Tout est bon. Je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent. Moi plus. Ouais. Ok. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Ok, bon, bah, on va commencer le rapport du groupe 3 du coup sur les solutions, parce que c'est pas tout ça d'avoir vu les problèmes, mais il s'agirait de réduire les émissions maintenant. Donc, le groupe 3, il commence par faire le bilan des émissions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Déjà, si on regarde le graphe depuis le premier rapport du GIEC en 90, on voit que c'est pas très brillant. Les émissions, elles ont augmenté de 39 milliards de tonnes de CO2 équivalent à 59, donc presque 60 milliards de tonnes de CO2 par an. CO2 équivalent. En gros, ça va mélanger les émissions de CO2 à cause des énergies fossiles qu'on brûle, les émissions de CO2 à cause du changement d'usage des sols, donc principalement la déforestation, les émissions de méthane qui sont liées à l'utilisation de gaz naturels, qui sont liées aux rizières, qui sont liées aux bovins, les émissions de protoxyde d'azote et les émissions de gaz fluoré. Donc, ils prennent en compte tous les gaz à effet de serre et on fait le bilan en parlant de CO2. Et ça nous fait à peu près 60 milliards de tonnes de CO2. On voit que ça a fait qu'augmenter, en fait. Et là-dessus, le rapport, il est assez critique. Il dit, même s'il y a des progrès, même si on voit qu'entre 2000 et 2010, ça a augmenté plus vite qu'entre 2000 et 2019, en gros, là, on est à un taux de croissance de 2,1%, on est passé à 1,3%, donc c'est bien, il y a déjà un ralentissement de la croissance, mais ce n'est pas suffisant du tout. Et il mentionne aussi rapidement le fait qu'il y a eu une baisse de 5,8% en 2020 par rapport à 2019. Alors c'est marrant parce que la dernière fois qu'on faisait cette intervention, c'était le soir du débat. Macron, pendant le débat, il s'est servi de ça pour mettre à son compte la baisse d'émissions de gaz à effet de serre pendant son mandat. En gros, il a donné un chiffre pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France sous son quinquennat. Mais en fait, il y avait la moitié de ce chiffre-là qui était lié au Covid. Donc pendant ce temps-là, c'est ce qu'on était aussi en train de dire avec Esther. Mais ouais, il y a bien eu à peu près, en gros, 3,5 milliards de tonnes de CO2 économisées, enfin, plutôt pas immédiatement dépensées, du fait du coronavirus, de l'arrêt des transports. Enfin, là, on voit qu'en gros, les transports, ils ne sont plus là, place de l'Étoile à Paris. Mais il y a eu la fameuse relance économique post-Covid, et qui dit relance économique, dit relance des émissions. Pardon. Donc ça, juste pour vous dire que les différents secteurs, ils ne continuent pas à augmenter de la même façon. En gros, FFI, c'est l'industrie fossil fuel industry. C'est combien d'énergie fossile on consomme. Ça augmente de façon modérée, comme les émissions qui viennent du changement d'usage des sols. Par contre, les gaz fluorés, ça explose un peu, mais c'est assez mineur. Donc, bon, voilà, juste slide pour vous montrer la contribution des différents gaz à effet de serre au changement climatique. Aujourd'hui, c'est principalement des énergies fossiles et de l'usage des sols qui contribuent à émettre. Peut-être expliciter, l'ULUCF, c'est Land Use. Land Use Change and Forestry. Ouais, c'est ça. Donc, usage des sols et. Autre usage des sols et déforestation. Donc, en gros, c'est déforestation et agriculture de masse, et sur élevage. Ouais. Élevage aussi, ça va être beaucoup dans le méthane. Ouais.
Ok, je vous ai fait un petit camembert parce qu'il n'y en a pas, mais voilà, si on veut regarder les différents secteurs, ouais, c'est ce que proposait Excel et je n'ai pas réussi à changer. Les différents secteurs, comment ils émettent des gaz à effet de serre. On a surtout de l'énergie, en gros, production d'électricité. Ça va être à peu près un tiers des émissions, 20 milliards de tonnes. On a du transport. Alors, les transports, ça va... Enfin, on va revenir dessus juste après, mais il faut bien les différencier. En gros, l'avion, il va avoir une part, mais l'avion, dans les pays occidentaux, il ne va pas avoir la même part que dans les pays en développement. Il y a des industries, et là, c'est plutôt l'inverse. C'est les industries dans les pays en développement. Vu que les pays occidentaux ont plutôt délocalisé les industries, ça ne va pas être la même part. Enfin, il y a toutes les questions de comptabilité associées à ces émissions-là. Donc là, on regarde plutôt secteur par secteur plutôt que pays par pays. AFOLU, ce sigle-là, on va le réutiliser aussi. C'est agriculture, foresterie, other land use. 13 milliards de tonnes de CO2 par an. Donc ça, en gros, c'est pour nous nourrir. Ça, si on mangeait moins de viande, déjà, ce serait largement réduit. Mais il y a quand même une part incompressible d'émissions là-dedans. Et bâtiment, ça va être tout ce qui est construction et chauffage, 3 milliards de tonnes. Ça, voilà, c'est si on regarde la croissance par continent ou par zone géographique. Il y a plusieurs choses à noter. C'est la part dans les émissions des différents continents en 1990 et la part des émissions des différents continents en 2019. On peut prendre deux exemples qui sont assez parlants. L'Europe a représenté 16% des émissions il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus que 8%. Ça a été divisé par deux. L'Asie de l'Est, il faut comprendre la Chine, en gros, c'était 13% en 1990, c'est passé à 27%, ça a été multiplié par deux. En gros, il s'est passé quoi? Il s'est passé un changement d'activité économique des deux côtés. Mais en parallèle, vu que les émissions, elles ont pas doublé, mais presque, ça veut dire que les émissions de l'Europe, elles n'ont quasiment pas augmenté, alors que les émissions de la Chine, elles ont presque quadruplé. Donc voilà, juste pour vous dire que les différents pays contribuent de façon différenciée au changement climatique. Après, là, on parle en émissions territoriales, mais il y a aussi tout ce qui est empreinte carbone. Et si on compte les importations, les exportations d'émissions, en gros, les activités économiques de la Chine, il faut regarder ce qu'il y a dans nos supermarchés et tout ce qui est made in China. Ce serait il y a une large partie des émissions de l'Asie de l'Est qui sont imputables à l'Amérique du Nord et à l'Europe, enfin aux pays développés. Ouais, Clara, il y a une question? Ouais, je me demandais, si je lis bien le graphique, il y a 9% des émissions qui sont attribuées au continent africain. Est-ce que c'est Ouais. comme ça que je lis le graphique? Et du coup, c'est juste que ça entre en contradiction avec un autre chiffre que j'ai beaucoup entendu, comme quoi le continent africain ne représenterait que 4% des émissions mondiales. Ouais, justement, ça, on est allé regarder avec Esser parce que ouais, on avait eu le même chiffre. Et en gros, ce qui est dit dans ce rapport, c'est qu'il y a, enfin, si on regarde les différents secteurs d'émissions juste avant, ah ouais, j'ai dû beaucoup remonter. Il y a le CO2 qui vient des fossil fuel industry, il y a le CO2 qui vient du secteur de la déforestation et d'usage des sols, et il y a tout ce qui est méthane, oxyde nitreux, gaz fluoré. En gros, les 4%, c'est ce qui vient de l'industrie et des énergies fossiles en Afrique. Il y a énormément de déforestation. Alors, je crois qu'il y a une slide juste après qui parle un peu de déforestation. Ouais, c'est cette slide-là. En gros, on voit que l'Afrique s'est divisée en trois. Il y a tout ce qui est agriculture, déforestation. Ça, c'est la partie jaune. Il y a tout ce qui est fossil fuel et industrie. Ça, c'est la partie bleue. Et donc, en gros, sur les émissions de CO2, mais pas de CO2 équivalent, sur les émissions de CO2, c'est ça qui va beaucoup compter parce que c'est le CO2 qui vient des industries fossiles. Et donc là-dessus, si on regarde juste les composantes bleues du graphique, là, on serait à peu près à 4%. Enfin, c'est ce qu'on a compris du rapport et des différents chiffres confrontés. En gros, c'est si tu ne prends pas en compte la déforestation, quoi. La déforestation. Et les émissions de méthane liées aux bovins. Mais ouais, aujourd'hui, en fait, le bilan du continent africain, il est un peu plus lourd parce qu'il y a énormément de déforestation, parce qu'il faut nourrir plus de personnes, parce qu'il y a aussi des terres qui commencent à devenir salées à cause de la montée des eaux. En gros, l'eau s'engouffre sous terre et il y a des champs qui deviennent salés, donc va faire pousser du riz si tu as, de l'eau qui est... Enfin, si l'apport en eau dans le champ, il contient autant de sel que la mer, c'est juste plus possible.
Ouais, et il faut aussi peut-être remettre en perspective avec un truc, c'est que l'Afrique, il y a aussi des dynamiques post-coloniales où c'est des pays occidentaux ou la Chine qui vont venir acheter des terres, acheter des forêts et extraire soit des ressources, soit des forestiers, etc. Enfin voilà, Ouais. c'est aussi à mettre en perspective avec nos propres consommations et nos propres pratiques exportées, on va dire. Ça, et aussi, on peut dire qu'en Europe, là, on a des émissions liées à l'agriculture et à la déforestation qui sont négatives. Ça veut dire qu'on capte du CO2. Si on regarde la déforestation en Europe, en fait, elle avait atteint un énorme maximum pendant la Révolution française, en gros. Il y avait tellement plus de forêts que c'était une des causes principales de la Révolution française. C'était dans tous les cahiers de doléances qu'il y avait des conflits d'usage sur les forêts. Et donc, le couvert forestier en Europe, il était à son minimum à la fin du XVIIIe siècle. Et depuis, les forêts, elles ont repoussé parce qu'on a fait quoi? On a fait que brûler du gaz, du charbon et du pétrole pour remplacer le bois qu'on ne brûlait plus. Mais aujourd'hui, en Afrique, ils n'en sont pas là et ils utilisent encore le bois de forêt comme une énergie principale. Puis on est aussi allé prendre les ressources chez les autres. Ouais. Il y a un livre qui analyse très bien ça, qui s'appelle L'événement Anthropocène, de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, qu'on vous recommande chaudement si vous voulez approfondir cette thématique-là de rapports différenciés, de géopolitique, etc. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, juste pour dire aussi que c'est des émissions relatives, donc l'Europe baisse, mais par rapport aux autres. Je voulais juste revenir sur ça pour parler d'un truc qu'on entend souvent. C'est un peu le truc à la Donald Trump, le whataboutisme de dire voilà, me demandez pas à moi, allez demander à la Chine, nous on n'y est pour rien, etc. On représente beaucoup moins. Vous l'entendez aussi avec oui, la France, c'est 1% des émissions. C'est des raisonnements qui en fait ne prennent pas en compte d'une part l'empreinte carbone dont on parlait. Donc en fait, si on prend nos émissions importées, on est à beaucoup plus. Et qui ne prennent pas en compte aussi la responsabilité historique cumulée des États. Par exemple, si on regarde les États-Unis, leur responsabilité historique cumulée représente 2 fois celle de la Chine. Parce que la Chine, certes, les émissions ont boomé récemment, mais en fait, si on regarde sur le long terme, voilà, comme ils ont commencé beaucoup plus tard et au début beaucoup plus faiblement, les États-Unis représentent toujours 2 fois plus. Et si on fait le solde des comptes depuis le début des émissions qu'on a quoi. Voilà. Donc quand Donald Trump dit ça, c'était complètement hypocrite et en réalité complètement faux. Ouais, l'aspect historique, en gros, dont Esther parle, c'est le graphique juste à gauche. Et historiquement, on voit que les deux plus gros continents émetteurs, c'est l'Amérique du Nord et c'est l'Europe. Et après, il y a l'Asie de l'Est, donc essentiellement la Chine, mais on voit que 12%, c'est quasiment la moitié de 23%. Donc c'est bien ça. La Chine, en gros, c'est la moitié de l'Amérique du Nord. Et c'est là que vous voyez que les chiffres des émissions sont extrêmement politiques, parce qu'en fonction qu'on prenne les émissions historiques cumulées, où par exemple les États-Unis sont à 23%, ou l'Europe, on va prendre l'Europe est à 16%, ou les émissions relatives, où l'Europe est là maintenant à 8%. Vous voyez que l'Europe, on a plutôt à dire oui, regardez, on représente que 8% des émissions, que d'avoir les pays en développement qui viennent nous dire mais dis donc, historiquement, vous êtes à 16% si on cumule, c'est tout ce que vous avez fait. Ouais. Voilà, donc ça aussi, c'est des enjeux qui reviennent évidemment dans les négociations. Ce graphe-là aussi, il est utile si vous voulez le prendre en intervention. En gros, juste pour vous expliquer, il a 2 dimensions. Donc, la taille de la population. C'est aussi un truc où on peut relativiser aussi l'importance de, par exemple, de l'Asie de l'Est. On voit qu'il y a une population énorme par rapport à des émissions certes élevées, mais du coup, à mettre aussi en perspective avec la taille de la population. Vous voyez que, en gros, en Amérique du Nord, ça veut dire qu'ils sont très peu et qu'ils consomment énormément. Pareil en Europe de l'Est et au Middle East. Voilà. Vous voyez qu'en gros, plus c'est haut et plus c'est fin, plus ça veut dire qu'un petit nombre de personnes émettent par tête beaucoup. Voilà. Ouais, parce que en gros, le North America, qui est à peu près à 1/4 des émissions mondiales, ça représente que la toute petite barre dans la population mondiale, donc à peu près 400 millions de personnes. Et sur les 8 milliards d'individus, c'est rien. Et donc 400 millions de personnes qui ont contribué à émettre 1/4 des émissions mondiales, c'est juste hallucinant en fait. Voilà. Et vous remarquerez que, on peut aussi du coup s'amuser à comparer les émissions par tête entre les différents continents. Par exemple, entre un Africain qui est en dessous de 5 tonnes par tête équivalent et un Américain qui serait à peu près 20 tonnes, un petit peu moins de 20 tonnes. Vous voyez qu'on est sur des différences quand même d'un ordre presque x4. Et encore, là, du coup, on est en émission, on n'est même pas en empreinte carbone. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que c'est des petits graphes qui sont vachement intéressants et qui disent beaucoup de choses aussi sur ensuite les rapports géopolitiques qu'il peut y avoir dans les COP et les rapports de force qui peuvent se mettre en place. Donc, extrêmement intéressant. Ok, donc fermons cette page-là de qui est responsable de quoi, etc. Je pense qu'on l'a assez clarifié. Un autre élément qui est montré très clairement dans ce rapport-là, c'est les histoires de budget carbone. Donc, combien de budget il nous reste pour ne pas dépasser les 1,5 degrés. Spoiler alerte, on est à peu près certain de les dépasser. Ça, c'est les résultats qu'ils ont fait avant la COP. Donc, on vous a mis après
ceux qui ont été mis après la COP, qui sont un petit peu plus ambitieux. Je reviens juste très rapidement sur cette slide. On est certain, avec une grosse astérisque, si on continue aujourd'hui de garder nos infrastructures fossiles existantes ou de construire celles qu'on a planifiées. On va revenir tout de suite après sur les énergies fossiles. Mais voilà, il y a quand même une astérisque à cette histoire de on est sûr de dépasser les 1,5. Et en gros, si on décidait maintenant de fermer les centrales à charbon et les pipelines, on ne les dépasserait pas. Donc les politiques actuelles nous emmèneraient plutôt plus vers du 2,7 degrés en 2100. C'est énorme, c'est extrêmement beaucoup trop. Il faut être extrêmement clair là-dessus, sachant que c'est beaucoup mieux déjà que les engagements qu'on avait avant. On peut aussi noter un progrès dans les engagements, puisque les engagements qui ont été pris, eux, donc c'est les NDC, c'est les Nationally Determined Contributions, contributions déterminées au niveau national, elles nous emmèneraient plutôt vers 2,1 degrés. Vous voyez que quand même, on se rapproche progressivement, ça c'est un point important de ce rapport, dans les ambitions depuis Paris, qui a un objectif de rehausser les ambitions, etc., on se rapproche quand même, en tout cas dans les objectifs et un peu dans les politiques, des scénarios qu'on est censé tenir. Sachant que 2 degrés, c'est extrêmement trop. Hein. Il ne faut pas qu'on arrive à 2 degrés, encore moins à 2,1. Vous avez compris, j'espère, on a insisté dessus en long, en large et en travers. Voilà. Un autre truc qu'on a beaucoup entendu, je ne sais pas si tu veux en parler toi aussi, c'est cette histoire des il nous reste 3 ans pour agir. Je pense que ça, c'est peut-être le truc qui a le plus filtré sur ce 3e rapport. Vous l'avez peut-être tous vu passer. Il y avait cette fameuse dépêche AFP qui a été beaucoup reprise ensuite. Le GIEC dit qu'il nous reste 3 ans pour agir. Alors, le GIEC, c'est pas les Mayas. Ils n'annoncent pas la date de la fin du monde en disant voilà, 2025, le monde va s'effondrer ou quoi. C'est pas du tout ça. Ça, c'est une interprétation qui a été faite par les journalistes du rapport. Le rapport, la seule chose qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on atteigne notre pic d'émission, donc le max du max de ce qu'on émet, en 2025, donc dans 3 ans, effectivement, si on veut rester dans les clous des en dessous de 2 degrés. Pour ensuite atteindre environ une baisse d'environ la moitié de nos émissions d'ici 2030. 2030, pour rappel, c'est dans 8 ans, enfin 7 ans et demi, et ensuite atteindre la neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur neutralité carbone ? Peut-être très rapidement, du coup, expliquer neutralité carbone, ça veut dire qu'on n'émet pas plus du tout, mais on émet un tout petit peu et on est en capacité d'absorber ce qu'on émet. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure les barres rouges et bleues. Voilà, en gros, on a une petite barre rouge, une petite barre bleue et elles se valent. Et voilà. Avec, on peut utiliser notamment les puits de carbone qui soient notamment naturels, donc forêt, océan, et utiliser certaines technologies de capture de carbone qui n'existent pas encore très bien. Pas trop, qui ne sont pas trop au point, donc comptez pas trop là-dessus, mais pour atteindre cette neutralité. Voilà, donc quand vous entendez la prochaine fois, oui, il nous reste 3 ans pour agir, etc. Non, il nous reste 0 minutes, on agit maintenant et on atteint notre pic des émissions en 2025. OK. Voilà, ça c'est pour la partie 3 ans. Bonne nouvelle numéro 2, ouais. On a des solutions. Ça, c'est l'autre message clé du rapport, c'est que il n'y a plus le temps, il faut agir maintenant, mais c'est qu'on est en capacité d'agir maintenant aussi. Donc, là, il y a toute une partie du rapport qui est consacrée aux différentes solutions qui existent. Alors, là-dessus, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais il est assez orienté sur les solutions technologiques. Il mentionne quelques fois la sobriété, mais je crois 3 fois dans le résumé pour décideurs. Et bon, la sobriété, en fait, ils l'ont mentionné, je pense, autant que possible, mais ce n'est pas forcément ce sur quoi se concentre la littérature scientifique. Il y a eu beaucoup de papiers sur les différentes sources d'énergie exploitables, donc photovoltaïque, éolien, onshore, offshore. Tout ça, ça fait partie des solutions proposées par le GIEC. À notre avis, il insiste un peu trop sur la capture du carbone et enlever du carbone de l'atmosphère, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore hyper au point. Genre à titre d'exemple, la sobriété, c'est mentionné 3 fois, la capture du carbone, c'est mentionné 47 fois dans le rapport. Donc, bon, là, il y a un peu le côté militant qui parle aussi, mais on aurait un peu préféré l'inverse. L'autre bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles sont là et elles sont de plus en plus implantées. Donc, je n'ai pas trop commenté ces graphes, mais en gros, ça, c'était le prix. On voit que le prix, il chute. Le prix du photovoltaïque, en gros, il est passé de 600 $, enfin de 600 à 50, en gros, donc il a été divisé par 12. Le prix de l'éolien, il baisse plus lentement. Le prix des CSP, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il baisse aussi. Enfin, en gros, toutes les technologies accessibles
le prix se met à baisser. Les véhicules électriques, ça baisse drastiquement aussi. Il y en a de plus en plus, surtout dans les pays riches, malheureusement. Et vous voyez que 2010, c'est à peu près le dernier rapport à R5. Donc, vous voyez que c'est vraiment aussi des évolutions très récentes. Ouais, en gros, la R5, c'était 2014. Donc, par exemple, pour l'éolien offshore, on était sur une croissance et depuis 2014, on est sur une décroissance. Et du fait de la baisse des prix, il y en a de plus en plus. En 2000, en gros, toutes les courbes, elles étaient à zéro, il n'y en avait quasiment pas. Et ça a drastiquement augmenté sur cette dernière décennie. Ça a été multiplié là, par à peu près 20. Bref, il y en a de plus en plus. Ça, c'est un peu une bonne nouvelle. Le point super important de ce rapport, c'est qu'on sera la génération qui va sortir des énergies fossiles. Ça, ils l'ont dit dans une phrase qui est un peu compliquée. On peut la lire ensemble. Les émissions de CO2 futures projetées sur la durée de vie des infrastructures existantes et actuellement planifiées sans abaissement supplémentaire dépassent les émissions cumulées totales nettes de CO2 dans les trajectoires qui limitent le réchauffement à 1,5 degré avec dépassement limité ou nul. Il n'y avait pas de signe de ponctuation dans le rapport non plus. Ça, en vrai, c'est peut-être une interaction des gouvernements qui voulaient prendre cette phrase le plus obscure possible. Parce que les pays qui dépendent fortement, économiquement parlant, des énergies fossiles, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on dise qu'il faut en sortir le plus vite possible. Mais ça, c'est quand même des messages clés du rapport. Les solutions, elles existent et il faut les prendre le plus vite possible. Si on veut rester sous la barre des 1,5, ce qui est quasiment impossible en vrai, mais il faut arrêter maintenant les infrastructures fossiles et il faut même en fermer prématurément. Ça veut dire que des centrales à charbon toutes neuves, elles ne pourront pas être utilisées jusqu'à leur fin de vie si on veut être compatible avec l'accord de Paris. Je vais vous présenter ICOP, peut-être. Du coup, pour traduire ça en français logique et compréhensible, ça veut dire ça dégage les projets charbonniers, gaziers et pétroliers, et notamment l'ouverture de nouveaux projets. Voilà, là, on vous a mis des chiffres. Et il va falloir fermer des infrastructures avant la fin de vie qu'elles auraient pu avoir si on avait continué en business as usual, comme si tout allait bien. Et surtout, plus aucun nouveau projet dans les énergies fossiles. Ça, c'est un point extrêmement important que souligne le rapport et qui semble ne pas coller avec la réalité actuelle. Là, on vous a mis des images. Du coup, c'est nous, une action contre le projet ICOP. Donc, ICOP, c'est un pipeline géant qui traverserait l'Ouganda et la Tanzanie, qui est mis en place par Total et une autre compagnie pétrolière chinoise. Et donc, une nouvelle infrastructure fossile qui en plus aurait des effets énormes sur les populations, la biodiversité. Enfin, je vous laisse aller vous renseigner. Il y a une page qui s'appelle Stop ICOP si ça vous intéresse. C'est vraiment un projet assez fou. Actuellement, il y a une grosse mobilisation avant l'AG de Total qui aura lieu fin mai. Bon, là, on parle plutôt en tant qu'activiste qu'en tant que chercheur. Mais voilà, sachez que typiquement, se mobiliser contre ce genre de projet, si on a lu les rapports du GIEC, c'est quand même assez cohérent, puisque c'est nettement ce que dit le GIEC. À côté de ça, on a vu tout à l'heure les fortunes que les compagnies pétrolières pouvaient mettre dans le lobbying climatique. Ce n'est pas les seuls. Mais du coup, il y a aussi il faut faire attention aussi au greenwashing qu'il peut y avoir parfois sur tout ce qui est neutralité carbone, net zéro d'ici 2050, etc. Notamment quand ça repose sur des technologies qui n'existent pas actuellement, comme certaines techniques de séquestration de carbone. Le GIEC est extrêmement clair sur ce point. On a dit qu'il les mentionnait beaucoup, ces techniques, mais il est extrêmement clair sur le fait que ces solutions sont aujourd'hui très insuffisantes pour limiter le réchauffement à 1,5 degré si on garde les trajectoires de consommation et d'extraction actuelles. Voilà, et ça, c'est une magnifique pub de Shell qui dit greenwashing total. Là. Imaginez si on avait des super infrastructures de carbon capture partout. Voilà, ça, c'est un bel exemple de greenwashing. Il s'était fait bien tacler d'ailleurs là-dessus, il me semble. Papy Punchline, le retour. Oui, il me semble. Je ne sais pas si c'est notre conclusion, mais en tout cas, phrase vraiment importante. Alors, Antonio Guterres, encore une fois, ce n'est pas un woke islamo-communiste ou je ne sais pas quoi. C'est le secrétaire général des Nations Unies. Il a sorti, après l'apparition de ce rapport, que les activistes climatiques sont parfois dépeints comme des dangers radicaux, mais les vrais dangers radicaux sont les États qui augmentent leur production d'énergie fossile. Bref, vous voyez que même le secrétaire général des Nations Unies commence à vraiment sortir de ses gonds et à prendre ce genre de positions qui sont quand même extrêmement fortes. Voilà. Personnellement, ça m'a donné beaucoup d'envie de continuer dans la direction du prix. De même, parce que là, en gros, les activistes climatiques, ils ne parlent pas des gens comme nous qui font des conférences dans des collèges ou des lycées. Ils parlent des militants XR qui s'attachent à des pipelines et qui
qui font de la vraie désobéissance civile. C'est de ces activistes climatiques-là dont ils parlent. Donc, soutenir la désobéissance civile quand on est secrétaire général des Nations Unies, c'est pas rien, quoi. C'est une position super forte. Et même parler des États comme dangereux radicaux, alors qu'on est censé gérer tous les États. Enfin, c'est une prise de position hyper forte, et du coup, c'est une citation hyper forte que n'hésitez pas à l'utiliser. Du coup, voilà, elle est vraiment intéressante. Voilà. Du coup, on a parlé des énergies fossiles, mais un truc à savoir, c'est qu'il va falloir changer tous les secteurs partout, dans toutes les régions, vite. Donc, ça implique de changer l'industrie, changer les villes, changer la manière dont on mange, rediriger les investissements, donc évidemment une dimension de finance, changer aussi notre demande en tant que consommateur. Enfin voilà, le GIEC est assez clair là-dessus, il va falloir en gros tout changer. Ça, on va passer assez vite, parce que c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être en un mot. Sur l'agriculture, s'il y a peut-être un truc à retenir, notamment à votre échelle, c'est ce qu'on dit depuis des années. Le principal problème, ça reste quand même l'élevage qui entraîne énormément de déforestation. Donc, si vous voulez limiter les émissions, soit à l'échelle collective, soit à l'échelle individuelle, le plus simple, c'est quand même de réduire sa consommation de viande. Même si le GIEC ne le dit pas cash, voilà, on se permet de... Peut-être le message clé en rapport avec les solutions et l'atténuation aussi des émissions, c'est que si on veut réduire les émissions, en gros, il y a deux façons de s'y prendre, comme quand Esther parlait de l'adaptation. On peut bien s'y prendre en mettant des solutions qui réduisent, en mettant en place des solutions qui réduisent les émissions, qui vont avoir des co-bénéfices majeurs, protéger la biodiversité, être respectueux des populations indigènes, contribuer à une alimentation plus saine, etc. Par contre, on peut aussi mettre en place des solutions complètement désastreuses. Donc, imaginez que vous avez 2 hectares de forêt tropicale et que vous vous dites, bon, bah, avec ça, on va faire du biocarburant, on va tout raser, on fait du biocarburant. Le bilan sur les émissions, il va être positif à la fin, parce que si ça vous économise, je sais pas, des centaines de milliers de barils de pétrole, ça aurait été rentable de raser les forêts. Par contre, les peuples indigènes qui habitaient dessus, la biodiversité qu'il y avait, les écosystèmes avec les rivières et tout ça, ça aurait été détruit. Donc, en gros, il y a 2 types d'atténuation. Le GIEC, il est clair là-dessus. Il y en a une bonne et une mauvaise. Voilà, et c'est clairement pas la même chose de raser de la forêt pour faire des champs de maïs pour du biocarburant que de faire de l'agroforesterie, de l'agroécologie, des pratiques restauratrices qui peuvent aussi changer certaines zones en puits de carbone ou qui peuvent aussi absorber des émissions. L'agriculture, c'est vraiment un truc à double face très intéressant. Voilà, petite phrase aussi importante pour José Comptable et tous les gens qui pensent avec leur calculette avant de penser avec peut-être les impacts humains, etc., qui ne seraient pas touchés par ça. Même l'argument financier est avec le GIEC, puisque les calculs des pétroliers ne sont pas bons, visiblement. Puisqu'en fait, en fait, on sait que le coût des mesures à mettre en place est certes élevé, mais en fait, les bénéfices de limiter le réchauffement en termes de développement, en termes de juste de vie humaine épargnée, de biodiversité épargnée, sont tellement énormes qu'en fait, on va y gagner. Parce que si vous pensez par exemple à la montée des eaux, les conséquences, si on doit déplacer des villes, si on doit assurer toutes les maisons, si on doit payer toutes les assurances vie des gens qui vont avoir des problèmes dans des catastrophes, ça va être tellement énorme que forcément, on court droit vers la banqueroute en fait. Donc, financièrement, pour les financiers, les assureurs, etc. D'ailleurs, les assurances comme AXA, etc., ça fait des années qu'ils sont investis sur le changement climatique. Ils savent très bien que ça va leur coûter beaucoup trop cher pour être réaliste. Voilà, on sait aujourd'hui que ça va nous coûter moins cher d'agir, surtout que les solutions, on a vu, le prix commence à baisser. Et donc aujourd'hui, c'est une question non pas de disponibilité de capitaux, on a les fonds nécessaires pour faire la transition, mais plutôt de barrières, qu'elles soient institutionnelles, financières, individuelles, cognitives, sociales. Et donc, il va vraiment falloir travailler ces barrières-là dans les années à venir pour rediriger les flux, les capitaux rapidement. Voilà. Pour finir sur ça, je vous parlais tout à l'heure de co-bénéfices avec les autres objectifs du développement durable. Il y a ce petit tableau qui est très intéressant qu'ils ont mis dans le groupe là, où ils voient tous les co-bénéfices. Là, on vous a pris un petit exemple sur le système d'énergie et l'agriculture. Il y en a plein d'autres. Tous les co-bénéfices que ça peut avoir pour d'autres objectifs du développement durable. Donc, que ça soit la pauvreté, l'égalité de genre, etc. Et en fait, on voit qu'il y a plein de bénéfices possibles qui recoupent les deux. Et que donc, faire de l'atténuation efficace, c'est aussi faire du développement efficace et donc atteindre nos objectifs d'un monde plus juste, plus égal, plus équitable et meilleur pour tous, ce qui est quand même vachement cool. Voilà, ça c'est pour vraiment les liens avec les autres idées. Un truc super important aussi sur lequel insiste beaucoup le rapport 2 et 3, c'est
peut-être pas forcément le côté démocratie, mais en tout cas le côté inclusion et participation des populations. Les enjeux de justice et de gouvernance équitable, de vraiment dire, bah, voilà, il faut que les populations, la société civile, les jeunes, les populations marginalisées aient accès aux discussions, qu'ils puissent être autour de la table pour discuter ce qui va être fait de leur territoire, comment on va s'adapter, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. En France, on a eu quand même des essais pionniers avec la Convention citoyenne pour le climat, malgré le manque de résultats. Mais voilà, bah, typiquement, il faudrait des conventions citoyennes un peu partout et un peu plus si on veut que ça marche. Voilà, bon, bah, ça, on va passer très très vite du coup et conclure sur ça. Bon, du coup, comme je vois qu'il est déjà méga tard, vous pourrez relire les conclusions. C'est des choses qu'on a déjà dit. Mes citations encore pour conclure. Julia Selmager, autrice principale du GIEC, qui dit qu'elle nous implorons les citoyens d'écouter les scientifiques, de lire le rapport du GIEC, de prendre le message à cœur et de faire partie des personnes qui vont provoquer le changement. Autrement, on n'y arrivera jamais. Donc vraiment, les enjeux de l'implication de la société civile et notamment de la jeunesse dont on fait partie sont énormes. Donc voilà, engagez-vous, engagez-vous, comme on dit, et voilà, des assos comme Jack, où on fait de la vulgarisation sur ces rapports, où on va ensuite parler à des gens, etc. C'est vraiment extrêmement important, et c'est comme ça, en prenant ce message à cœur et déjà en le faisant circuler, qu'on va pouvoir provoquer ce changement. Donc voilà. Merci à toutes et à tous, du coup, d'avoir suivi la conf jusqu'au bout, parce qu'elle était longue, et on espère que ça vous aura donné envie de continuer à vous former dessus et de faire passer le message aussi, pour pouvoir former d'autres gens, motiver d'autres gens à agir. Et ouais, voilà, c'est déjà bien. Ouais, merci d'être resté jusque-là pour celles et ceux qui sont encore là. S'il y a encore du monde, je ne sais pas. Ouais, on voit pas. Ah si, il y a un peu de monde. Si. Voilà, et du coup, vous avez une petite ressourcerie à la fin si vous voulez aller chercher des choses. On a mis notamment des choses en français, parce que c'est quand même plus accessible. Voilà. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez mettre vos caméras, ouvrir vos micros, on va arrêter le partage d'écran. Et ensuite, on va vous libérer pour aller manger. On peut se dire qu'à 20h30, dernier cara promis, on arrête tout. Si vous voulez partir maintenant aussi, n'hésitez pas, la présentation est finie. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. On est là pour répondre. Moi, je vais devoir y aller, mais merci beaucoup, c'était hyper clair et super intéressant. Donc, j'ai appris plein de trucs. Trop bien. Merci. Et bien, bonne soirée. Pareil, je vais y aller. Je vous dis merci beaucoup et au revoir. Au revoir. On n'arrive pas à voir qui parle, mais oui. Très bonne soirée à toi. Attends, je vais essayer de mettre en galerie. Bien joué. Voilà. Et les autres, du coup, j'imagine que si vous restez, c'est que vous avez des questions. Donc, ouais. Floor is yours. Forcément. On a beaucoup trop parlé. Donc, Moi, j'ai pas de questions, mais c'était très clair. Merci beaucoup, c'était cool. Merci d'être resté. Ouais, Clara, une question? Ouais, alors c'est vraiment une question super technique, super technique, j'en sais rien, mais c'est sur la baisse de la pression atmosphérique dans les océans. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir si ça a un lien, est-ce que la hausse de la température va directement influencer cette pression atmosphérique et par conséquent provoquer plus d'ouragans? Il y a des liens entre tout ça ou... Ouais, il y a un lien assez fort entre température et pression. Ça va surtout se faire à l'échelle de l'amplitude des cyclones. Plus tu vas avoir une température élevée et plus tu vas avoir de l'énergie dans ton atmosphère, et donc tu vas avoir de quoi faire durer les cyclones plus longtemps, les rendre plus intenses. Et en gros, la baisse de pression atmosphérique au cœur de ton cyclone, elle est corrélée à la force de ton cyclone. En gros, un cyclone de catégorie 5, tu es à peu près sur une baisse de... tu peux monter jusqu'à, je crois, c'est 17% de pression atmosphérique en moins. Donc, tu es à peu près à 830 hectopascales. Et si tu imagines que tu as des cyclones de plus en plus forts, ça veut dire qu'au cœur du cyclone, tu vas avoir une pression atmosphérique de plus en plus faible. Et ça veut dire que ton niveau de la mer, il va monter de plus en plus. L'autre point aussi, j'avais discuté de ça avec une océanographe, c'est que vu que l'océan il se réchauffe, tu vas avoir un réservoir de chaleur qui va être de plus en plus important dans ton océan. Et ton cyclone, il va pouvoir être alimenté en chaleur sur une durée plus longue. Donc le cyclone qui se forme au niveau de Cuba ou des Antilles, au lieu de remonter jusqu'en Floride, il va pouvoir remonter sur une plus longue partie de la côte parce qu'il a un réservoir en chaleur qui va l'alimenter, qui va en gros faire tourner les vents, qui va être plus important. Et donc au lieu de remonter jusqu'en Floride, il va pouvoir remonter jusqu'à New York, par exemple.
Et ça, c'est une conséquence qui est dans le rapport du GIEC, c'est que les cyclones ils vont se déplacer vers les pôles. Et ça, la raison, c'est essentiellement à cause du réchauffement des océans. Ça te fait en gros une machine à créer des cyclones infernales. Et, C'est pas là ton truc de la pâte à modeler là si, ça c'est pourquoi à la baisse de pression on fait monter le niveau de la mer, mais sur est-ce que ça va continuer ou pas, ouais. En gros, au cœur du cyclone, il faut imaginer qu'il y a moins de pression atmosphérique, et sur la surface de la mer, c'est quel effet? Imagine, tu as une boule de pâte à modeler, une pâte à pizza, disons une pâte à pizza, et tu appuies partout sauf à un endroit. L'endroit où tu n'appuies pas, c'est le cœur du cyclone, donc là où il y a une dépression. S'il y a une dépression, c'est que la pression elle est plus faible. Donc si c'est plus faible, on peut imaginer que c'est là où tu n'appuies pas. Partout, il y a une pression élevée, sauf là où tu n'appuies pas. Là où tu n'appuies pas, en gros, tu vas appuyer partout, sauf à un tout petit endroit, là. Et la pâte, elle va se mettre à monter ici. Et donc ça, c'est exactement l'élévation du niveau de la mer. La pression est plus faible, donc la pâte, elle se met à monter. La théorie de la pâte à pizza. La théorie de la pâte à pizza, voilà. C'est comme ça que j'ai compris la pression. En fait. Super, merci beaucoup. Ça répond un peu à la question ou pas? Je ne sais pas si j'ai répondu à côté de la plaque ou pas. Si, bon après, je suppose que c'est des mécanismes qui sont assez complexes et que dans tous les cas, c'est un peu galère de répondre, mais j'ai à peu près compris avec la métaphore de la pâte à pizza. Donc, Ok, trop bien. pas- En gros, plus il va faire chaud et plus les cyclones vont être terribles, et plus les cyclones vont être terribles, et plus l'eau elle va monter au cœur du cyclone. Voilà, bonne soirée. Non, je rigole. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Une note positive, peut-être, on ne sait jamais. Ouais. On n'a pas laissé beaucoup d'optimisme. Casser l'ambiance. Ouais. Et on n'est que mercredi. Hein. Ça va le moral à la fin de ce coup? C'est des gens qui se sont endormis sur leur écran. Non, ça va, c'est juste que j'avoue, j'ai pas de questions positives à poser. Des questions À part négatives. une remarque positive, c'est que Esther et Corentin sont assez extraordinaires comme présentateurs. Donc, je pense qu'on a compris pas mal de choses. Je dis pas qu'on a tout compris, mais bon. Ah ouais. Quels étaient les points pas clairs? Ça pourrait être un truc intéressant justement pour nous, pour qu'on puisse améliorer les prochaines. N'hésitez pas à nous faire remonter ça. C'est quoi que je sais pas si c'est des points pas... C'est toujours en train d'enregistrer, hein, par contre. Oui, mais t'inquiète. Ok. Je sais pas si c'est des points pas clairs, mais c'est que des fois, par exemple, sur la physique du climat, en fait, c'est plein de phrases qui s'enchaînent avec... Dans chaque phrase, c'est des petites précisions. Il faut repenser la phrase pour vraiment l'intégrer. C'est pas des phrases qui sont évidentes. Et du coup, c'est cet enchaînement qui fait que voilà, tout reste pas forcément. Ok, donc je pourrais essayer d'être un peu moins technique peut-être sur la partie physique. Non, parce que si tu enlèves la technicité du rapport, après, il reste plus grand-chose. Hein, genre. Mais peut-être, je sais pas. Peut-être. Non, c'est très bien. Votre format est très, très bien. J'ai pas de solution. Mince. Prendre plus d'images. Ouais. J'ai pas parlé de la pâte à pizza là. Oui. Non, mais peut-être une remarque positive. Enfin, c'est parce que j'ai eu vraiment une petite lumière dans mon cerveau et du coup, j'étais vraiment très heureuse. Quand j'ai compris enfin tout ce que ça voulait dire, Attends, que je te retrouve l'abréviation, que je te dise pas de bêtises. C'était le SPC et SSP et RCP. SSPR et enfin bref, toutes les abréviations. Parce que parfois, on a du mal à juste savoir comment est-ce qu'il faut lire le graphe et à quoi correspondent les différents... par exemple, le SSP 8.5. Enfin, j'ai enfin compris à quoi correspondaient les chiffres, donc merci beaucoup. Ah ouais, non, le GIEC, c'est toute une galère pour rentrer dans le bain de comment ils parlent, Enfin, c'est vrai que c'est des rapports qui font... Moi, tous les gens qui disent « Ouais, allez lire les rapports du GIEC », ils me font bien rigoler. Hein. Je dirais jamais à quelqu'un qui s'y connaît pas d'aller lire le rapport du GIEC. Hein. Enfin, ok, le dire par provoque, genre, mais madame, avez-vous lu les rapports du GIEC? Oui, mais enfin, genre, meuf, va pas lire, c'est compliqué. Genre, lit une synthèse, lit un petit truc, mais... Anecdote qui a quasiment rien à voir. Mais il y a François Gémen qui avait fait une intervention, je crois, sur Arte il y a pas longtemps, ou sur Mediapart, je sais plus. Mais sur Twitter, il y a quelqu'un qui l'a lynché en mode « Ouais, mais tu dis que c'est foutu, mais est-ce que tu as déjà lu un rapport du GIEC ?» Et du coup, Gémen, il répond « Mais je suis auteur principal du GIEC !» Masterclass. Genre, ouais. François Gémen, c'est un spécialiste des migrations climatiques qui a participé sur le volet migration. Il est vraiment intéressant. Il a son petit franc-parler. Si vous ne connaissez pas, c'est quand même
Mais du coup, ouais, lire les rapports du GIEC, c'est pas accessible à tout le monde, mais Non, clairement. Franchement, a priori, les scientifiques qui écrivent les... petit challenge quand même d'aller regarder le rapport et tout et de se taper quelques pages pour voir à quoi ça ressemble. Mais ouais, je vous recommande même pas forcément de le lire en entier parce que c'est stop, quoi. En plus, Et juste par curiosité, je crois que je t'avais déjà demandé un peu, Corentin, mais ça vous a pris combien de temps un peu pour vous approprier tout ça? Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à compter, mais... Moi, le rapport 1, ça fait longtemps qu'il est sorti. Enfin, il est sorti en août et du coup, je le regarde assez régulièrement. Enfin, le full report, j'ai regardé plusieurs fois pour préparer même les slides un peu intervention post-COP pour essayer de tirer des graphiques de là. Donc, celui-là, ça s'est fait plutôt sur le long terme. Je pense que c'est toi, Esther, qui a le plus bossé sur le rapport 2. Moi, le 2, je l'ai un peu saigné parce que je travaille dessus là pour un projet de recherche et mes 2 directeurs étaient auteurs dedans et tout. Enfin, du coup, j'ai suivi pas mal de trucs qu'ils avaient fait. J'ai regardé plusieurs confs d'eux où ils vulgarisaient les conclusions. Donc, ouais, non, on peut dire que je me suis tapé en long, en large, en travers. En gros, par contre, c'est vrai que le 3, 3, on y a passé tous les deux plusieurs heures, mais je pense que c'est celui qu'on a le moins approfondi et j'espère que c'était quand même clair et tout. On aimerait bien aller parler à des scientifiques du groupe 3 justement pour approfondir encore cette partie-là. Mais ouais, le 3, c'est aussi celui sur lequel on n'a pas d'expertise. Enfin, genre moi, en physique du climat, c'est un peu mon domaine. Toi, adaptation, c'est complètement ça. Ouais. Le côté atténuation, c'est vrai que... Mais ouais. Puis c'est plein d'acronymes barbares, les UICF et tout. C'est insupportable, quoi. Mais ouais. Puis le groupe 3, il a été quand même pas mal critiqué. Enfin, c'est le plus politique, entre guillemets. Il y a pas mal d'économistes et tout. Ouais, puis va mettre les économistes d'accord. C'est forcément des résultats plus controversés que est-ce que ça a monté de plus 1, 0,1 ou 0,2. Oui, c'est ça. Une mesure satellite de la hausse du niveau de montée de la mer, elle est là, quoi, et on la prend. Mais voilà. Bon, et si vous voulez des petites next steps faciles, on va dire, et cohérentes avec la lecture de ce rapport, en ce moment, il y a toutes les actions contre ICOP qu'on a mentionnées. Donc, ICOP, c'est EA et COP comme COP. Et en gros, ils ont lancé un truc notamment avec l'application Rift. Et vous pouvez aller voir si votre épargne, par exemple, finance le projet Total. Et ensuite, envoyer un mail à votre banque et tout. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui se mettent en place. Il y a aussi plein de trucs sur les réseaux sociaux et tout. Donc ça, franchement, c'est le genre de truc. C'est vraiment important d'avoir des mobilisations citoyennes et de mettre la pression, notamment sur les projets fossiles, parce qu'on sait que c'est pas une bonne idée. Aussi pareil, en ce moment, il y a un projet contre le chalutage en eau profonde qui détruit les océans, alors que les océans sont notamment un puits de carbone majeur, mais aussi toute la biodiversité et tout. Chalutage en eau profonde autorisé dans les zones protégées. Donc, grâce à notre cher président, en tout cas ce représentant au Parlement européen. La grande nation écologique, s'il te plaît, quand même. Il ne faudrait pas faire semblant, quoi. Voilà. Non, mais peut-être en news positive, si vous n'avez pas vu, on a évité l'abattage d'arbres, je ne sais plus si c'est mis. Le tour de la Tour Eiffel. Oui, exactement. Ouais, c'était la good news, ça. Ouais. Mais franchement, c'est ça, on voit plein aussi de mobilisations citoyennes qui payent et qui marchent. Donc vraiment. Moi, j'attends que ICOP se soit annulé quand même. Ouais. Parce qu'il y aura eu trop d'activistes. AG Total le 25 mai, mais là, il y a déjà plein de banques qui ont reculé. Enfin, des banques qui ont. Oui, il y en a plus de 16 qu'on a fait le projet depuis le début. On ne fait plus, c'est pas dans notre stratégie climat et tout. Donc, la pression paye, les amis. Et du coup, il y a une action qui est organisée pour le 25 mai, au niveau de ICOP. Et... Je ne sais pas, s'il y a mobilisation sur place, je pense que c'est Camille Etienne qui coordonne ça. Peut-être avec. Nous, on est sur une boucle du WhatsApp. Ouais. Gens qui font tourner les infos sur ICOP et tout. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire, on peut vous rajouter dessus. Oui, sinon, suivre Stop ICOP sur Insta, en général, il y a les infos. Mais voilà, les petits projets du moment. Et sinon, faire des confs Jack, comme toujours. En vrai, ouais. Bisous. Allez. Ouais, il est 20h30. Ouais, bisous. Merci d'être resté juste. Ouais, merci beaucoup. C'est super. Et si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas, on est toujours joignable. Et voilà. Et pour les gens qui regardent l'enregistrement, pareil. Oui. À très bientôt. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.